Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo, cette critique poussiéreuse. Aujourd'hui, on va revenir sur Mission Impossible, premier du nom au cinéma, un film de 1996. Et pour en parler, je suis accompagné de monsieur Anto qui nous prouve qu'il sait parler aussi d'autre chose que de comics. Bonjour Anto. Et oui, c'est la preuve en est pour cette vidéo. Merci, beau parleur, de m'accueillir très gentiment dans tes locaux de tournage. Dans le low On va cost pouvoir du parler de tournage. tout ça. Des low cost, Dans joli le low cost. décor. Voilà. Non, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir d'être là et puis de discuter avec toi de cette saga fantastique. Qui te tient beaucoup à cœur d'ailleurs, c'est pour ça que tu es Oui, là. exactement. Et, et J'espère être assez légitime pour en parler, mais on verra ça avec grand plaisir. ce qui est intéressant, c'est que c'est une saga qu'on peut appréhender de manière différente, en tout cas surtout ce premier film, j'ai envie de dire, même si tous un petit peu. Tout d'abord parce que c'est un film de Brian De Palma, hein, on va revenir dessus sur à quel point est-ce que c'est un film de Brian De Palma. C'est une adaptation d'une série télé classique, donc on peut le voir comme l'adaptation de la série télé, donc une continuité de la série télé. Et après, il y a la version un peu plus moderne, qui est de ceux qui se disent, bah en fait, c'est le premier film d'une saga de films que j'aime bien, donc je le compare aux autres films. Donc en fait, de nos jours, il y a presque trois manières, trois grands axes pour voir ce film. Toi, si je ne me trompe pas, tu as l'axe numéro 3, c'est-à-dire tu te bases surtout sur les films. Exactement. Ouais, la chronologie interne de la saga et puis ce qu'elle propose. Alors un peu plus peut-être en termes de mise en scène parce que je suis de plus en plus éveillé, on va dire, par rapport à tout ça. Mais en soi, c'est surtout pour l'histoire et ce que ça propose et les personnages, quoi. Ouais. Alors moi, pour ceux qui ne le savent pas, ben, forcément, moi, c'est la série que j'ai regardée d'abord, hein, que c'est une série que je trouve très très bien, très très... Voilà. Et donc, moi, c'est vraiment dans la continuité de la série. Et ce film, quand je l'ai vu, j'ai dû le voir en 97 à peu près. Je l'ai vu dans un train, je me souviens, la première fois. Ça tombe bien, tu vois. Et c'est pas une blague. Je voyageais, je l'ai vu dans le train. Ouais, Euh, je te fais confiance. et, et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, et moi, à l'époque, je connaissais déjà la série. Donc, moi, j'ai toujours vu comme une continuité de la série, mais pour dire qu'on peut le prendre un peu en fonction de son vécu personnel, on va dire. Donc, un film de 1996 qui dure 1h50. C'est pas si long que ça de nos jours. Produit par Tom Cruise et Paola Wagner, donc la fameuse Cruise-Wagner compagnie, Mm, dont c'est d'ailleurs la première production, Mission Impossible, ce film-là. exactement. C'est Dans d'ailleurs je dirais peut-être le coup d'essai en fait de Tom Cruise qui finalement essaie d'adopter une espèce de formule qui du coup est plutôt bien rodée aujourd'hui, mais qui à l'époque était encore assez expérimentale. Précisons aussi qu'à l'époque, Tom Cruise n'était pas une star du cinéma d'action. C'était une star, hein, attention, il avait le vent en poupe totalement, mais c'était pas une star du cinéma d'action comme on pourrait le voir aujourd'hui, par exemple. Et c'est le film dans lequel il a commencé, en fait, bien malgré lui, hein, enfin, bien malgré lui, il est connu que c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup, mais je veux dire, c'est là où il a commencé à faire peu à peu ses cascades, ses fameuses cascades qu'il a commencé, et on va revenir dessus peu à peu. C'est donc ce film qui a commencé à lui donner goût, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que la saga perdure encore aujourd'hui, parce que c'est une saga qui a peut-être indiqué une nouvelle tendance dans sa carrière, tout simplement. Nous avons pour le rôle de Jim Phelps un certain John Voight. Alors, il faut savoir qu'à la base, le personnage de Jim Phelps devait être repris par Peter Graves, donc l'acteur qui a interprété Jim Phelps pendant 6 saisons dans la série d'origine, plus les deux 20 ans après, donc le vrai Jim Phelps. Mais il a refusé parce que forcément, il a vu le scénario, il a vu ce que devenait le personnage. Et Et oui, attention, je tiens à préciser quelque chose, cette vidéo est full spoiler, donc, évidemment. évidemment, sinon on ne pourra pas parler du film. Et donc, quand il a vu que le personnage devenait le traître à la fin du film, il s'est dit que c'était un massacre de ce personnage qu'il a interprété pendant tant d'années et que donc il ne pouvait pas. Alors, Ah, première ces question, caprices de star, hein, c'est incroyable. je suis plus ou moins d'accord, mais on peut parler de ça, mais moi je pense qu'il a eu raison. Je m'explique. Ouais, Dans tous les cas, ça n'enlève pas le film d'être ce qu'il est. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'une ouais, certaine bien sûr. manière, ça permet aussi de préserver l'esprit du vrai Jim Phelps. Il tient à son personnage. C'est noble hein, dans l'idée. C'est noble. De là à refuser un cachet quand même assez conséquent, c'est peut-être dommage aussi. Mais bon, après, c'est une question de point de vue. C'est peut-être noble aussi. Ouais. Alors, on a aussi donc Emmanuel Béart dans le rôle de Claire. Qu'est-ce que toi tu penses déjà simplement de l'interprétation qu'elle fait dans le film? Je pense elle est pas hyper bien servie en termes
comment dire, de représentation de personnage. Je trouve pas le personnage très intéressant en soi. Elle a ce côté un peu femme d'eux, parce que évidemment c'est la femme de Phelps, et du coup elle se définit beaucoup par ce personnage-là. Et même les différents rebondissements qui sont liés à sa caractérisation manquent peut-être de finesse et d'intérêt, tout simplement, dans le sens où elle a beaucoup de scènes où elle joue en connivence avec le personnage de Ethan Hunt, et en ça c'est plutôt bien fait. Mais arrivé aux trois quarts du film, au moment où le puzzle se met en place, on se rend compte qu'elle a un rôle assez déterminant dedans, mais finalement on ne suit pas forcément plus que ça dessus. Et tout ça se termine par la mort de son personnage, donc on n'en saura définitivement pas plus. Et par une espèce de faux drama qui nous fait croire que Ethan s'est un peu attaché à elle, alors qu'en fait, pas vraiment, quoi. Alors, vu que tu parles de l'attachement, on va aller dessus. Alors en fait, oui et non. Il faut savoir qu'à la base, il y avait plus de scènes. Ils avaient plus de scènes ensemble Oui, qui ont été tout à coupées. fait. Ouais, Et bien sûr. donc cet aspect-là aurait été développé. Je pense même, entre Ouais, nous, que parmi les scènes coupées, il y a une scène de nudité, on va dire. Voilà. exactement. C'était teasé dans la bande-annonce, ouais, tout à fait. Mais en même temps, le produit final fait que ces scènes-là, ils sont pas. Donc, est-ce Tout à fait. qu'on peut légitimement, entre guillemets, penser de quelque chose qu'il aurait dû être, qui finalement ne l'est pas, quoi. Donc je De trouve qu'elle fait. s'en sort plutôt bien, hein, c'est pas le problème. Après, j'avoue que je connais pas très bien sa filmographie, mais bon, voilà, je la trouve pas forcément non plus étincelante dans ce film. Et c'est pas un point faible, hein, loin de là, c'est juste que c'est un personnage un peu passe-partout, qui aurait pu être joué par n'importe qui, quoi. Alors, pour différencier l'actrice du rôle, tu vois ce que je veux dire, le personnage tel qu'il est écrit et l'interprétation de l'actrice, pour revenir donc sur le personnage, en effet, le problème, c'est que du coup, cette relation avec Ethan, on la voit. D'ailleurs, dès la première scène, il y a une espèce Ouais, bien sûr. de jeu de charme, un truc comme ça, alors que Jim n'est pas encore mort, hein. Mhm. Mais il n'y a jamais rien de très profond. On sent qu'il y a un truc qui colle pas là-dedans. Niveau interprétation, je trouve qu'elle est un peu fade. Je sais pas comment te dire. Elle a Ouais, l'air si, d'être si, un bah, c'est ça. peu. Elle fait un peu fubichonne, comme ça, un peu. Tu sais. Mhm. Alors, ça colle au personnage. On va revenir après sur celui d'Ethan Hunt aussi. Mais bon, on a plein de trucs à dire. Mais elle fait un petit peu fade. Maintenant, est-ce qu'elle fait bien le fait de faire un personnage fade? C'est une grande question. Il faut savoir que Brian De Palma a été très déçu, justement, comme on disait hors connexion, que de la comment dire ça, de l'alchimie L'alchimie. entre Tom Mhm. Cruise et l'actrice. Il a trouvé que ça fonctionnait pas, alors qu'ils avaient fait des essais à Paris et tout, et là ça fonctionnait. Bien Mais sûr. qu'une fois Ouais, devant les caméras, ça fonctionnait pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que les scènes ont été coupées. Parce qu'il trouvait que ouais, tout à fait. ça ne matchait pas. Et là, Brian De Palma a aussi ajouté un détail. En gros, et comment il a expliqué qu'il n'était pas vraiment satisfait de ce qu'a fait l'actrice. Il a dit qu'en fait, c'est marrant, il y a beaucoup d'actrices étrangères qui à Hollywood n'arrivent pas. Alors bien sûr, il y a des contre-exemples, Ingrid Bergman, Sophia Loren, ça c'est ce qu'il a dit dans l'interview. Mais il y en a, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas. Elles sont très bien chez elles, mais chez nous, ça ne fonctionne pas. C'est peut-être culturel. Voilà, il est parti dans un discours comme ça. En gros, on peut comprendre qu'il trouve que c'est une bonne actrice, mais que là, tout de suite, ça fonctionnait pas. Et c'est pour ça que son personnage a été d'une certaine manière, on va dire, torpillé, quoi, dans le fond. Il est là, il est Ouais. important, Mhm. mais vraiment au second plan. Et du coup, il devient ce que tu as dit, ça devient un peu la femme du personnage principal, quoi, la femme de. Toi, tu disais Jim Phelps, mais là, je dis aussi de Tom Cruise, la femme du film, quoi. Je trouve que dans la saga, on en reparlera à moment venu, mais je trouve qu'il y a eu des personnages féminins beaucoup plus impactant et beaucoup plus, comment dire, beaucoup mieux écrit. Après, voilà, loin de moi l'idée de défendre, enfin, comment dire, m'inscrire dans ces mouvances qui veulent à tout prix mettre un personnage à un endroit parce qu'il est de tel sexe ou de telle origine, etc. Enfin, je serais toujours en train de mettre au-dessus, on va dire, la qualité narrative du personnage plus que ce qu'il y a autour. Mais là, pour le coup, je trouve en effet que ça manque peut-être comme tu dis, de contexte et c'est très bien expliqué finalement par les espèces de petits dramas qu'il y a eu autour du casting, quoi. Et pour répondre à De Palma, j'ai juste un truc à lui dire. Tu sais, des fois, les acteurs Tu lui qui sont pas bien réponds chez de eux. manière interposée comme ça, toi. Ouais, je lui réponds directement. Hey, Brian, come on. Hey, Brian, Brian is in the kitchen. Pardon, excuse-moi. yes, Euh, in the train. je disais donc, hey Brian. En même temps, qu'une actrice joue très bien chez elle et mal dans un autre pays, ça vient aussi peut-être du fait que c'est pas sa langue. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr, bien Ça sûr. peut être une raison aussi. Il faut pas oublier ce petit détail technique au passage. Bref, on continue avec un autre Français puisqu'on a Jean Reno.
dans Et le, oui. dans, dans le rôle de Krieger. Euh, qui, pour la petite histoire, ils lui ont demandé à Brian De Palma si en fait c'est le rôle de Léon qu'il avait marqué, puis lui il fait non, 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 en fait je le Mm. connaissais déjà, je l'avais déjà vu dans le dernier combat et dans le Grand Bleu, et que c'est là qu'il l'a marqué, et Brian De Palma dit qu'il a beaucoup aimé travailler avec lui, etc. Mais comment tu trouves son interprétation à lui? Krieger, c'est un homme de main assez fourbe. Donc du coup, je trouve que Attention, Jean Reno a une... ouais, attention, personnage Comment? et interprétation, pas confondre. Vas-y, ouais. Ah bah, attends, laisse-moi finir. Je Allons. trouve que le personnage a un côté assez fourbe, et du coup, je trouve que Jean Reno a une tête qui colle un peu à ça, pour moi. Parce que bah, moi, je le connais essentiellement alors déjà des films que tu viens d'évoquer, mais pas non plus en profondeur. C'est cocasse pour le Grand Bleu. Non, je le connais plus du point de vue de sa filmographie, on va dire, franco-française. Et il a une tête, en effet, il a un regard, une interprétation qui peut être, je pense, assez vite parodié et caricaturé. Et là, je trouve en effet qu'on reste dans ce genre de rôle un peu bas de plafond aussi. Hein. C'est-à-dire que le personnage est pas incroyable. Je trouve qu'il manque certaines scènes, en fait, pour moi, pour donner un peu de corps à ce personnage. En même temps, est-ce que c'était vraiment la volonté d'humaniser ce salopard, hein, finalement? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement où il voulait en venir, en fait, avec ce personnage. Moi, je pense que enfin, le personnage est montré comme étant un peu con-con, tu vois, c'est un peu un bourrin, Ouais, un bourru, tu vois. ouais. Et en plus, pour ce qui est de l'interprétation, justement, ils en font un peu le français dans ce cas-là, comme ça, qui parle pas très bien. Moi, je trouve Mhm. qu'il a un jeu qui se démarque un peu des autres, et pas forcément dans le bon sens. Je trouve que l'interprétation est pas spécialement ouf, ça passe, mais honnêtement, quand il parle et tout, j'ai l'impression qu'il est que justement lui aussi manque d'alchimie par rapport à l'interprétation générale, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord. Même la Alors, fois on a où il y a l'espèce de, enfin, il y a c'est l'espèce de retournement de situation où Ethan réussit à lui faire croire qu'il a récupéré justement la disquette, en fait non, enfin voilà tout ça, et du coup il se sent un peu lésé quoi. Et même ça, je trouve que c'est pas forcément, c'est à ce moment-là en fait pour moi qu'il manque une scène dans le sens où tu le vois pas forcément faire cette espèce de grand reveal, un peu retournement de situation, même si on apprend qu'il était dans le coup depuis le début, hein, bien sûr, mais il y a pas cette scène-là en fait, et je trouve que ça arrive un peu trop vite dans le métrage, et on arrive après la fin et puis voilà quoi. Et c'est c'est le Tu trouves qu'il n'y a personnage qui pas me de saoule. grosses révélations pour dire que c'est le méchant? En tout cas, pour lui, non. À part, Il y a le moment dans le flashback, tu sais, quand oui, oui, on le voit poignarder. Pour moi, c'est là la ouais, bien sûr. révélation officielle. Ouais, mais c'est du point de vue du flashback, entre guillemets, lié à la conversation qu'il y a entre Jim et Ethan. Et je trouve que c'est pas forcément. Ça le met pas en valeur dans le sens où c'est vraiment juste un homme de main, quoi. Alors que depuis le début, on te le présente, enfin, il fait un bref historique, je crois, des coups qu'il a fait à droite à gauche. Je m'attendais à plus, en fait, de ce personnage-là. Et c'est pas ce qu'on a au final. Après, c'est pas grave, c'est pas un défaut en soi, hein, parce que, encore une fois, ça fait partie de ces personnages outils, que ce soit celui-là ou même celui de Claire, qui servent plus l'intrigue qu'autre chose et qui, pour moi, ont été pensés comme ça. Hein. Après, Oui, oui, bah après, le but, c'est pas non plus de développer tous les personnages. C'est pas un roman, c'est pas une série où tu as 25 épisodes. ouais, Le bien but, sûr, c'est de c'est ça. présenter les personnages comme il faut, sans passer 25 ans sur tous les personnages. On est bien d'accord, hein. Ouais, exactement. Du coup, on va parler de Ving Rhames, qui lui interprète donc Ah, le personnage de Luther. Et Luther, petite particularité, c'est le seul avec Tom Cruise, enfin avec le personnage d'Ethan Hunt, à apparaître dans tous les films de la saga. exactement. Même dans le Donc, 4. Même dans le 4, dans lequel il fait un petit caméo. Non, Luther, là, on commence à toucher on va dire, au centre, au corps en fait de la saga au cinéma, et c'est l'un des personnages les plus appréciés, et c'est pas pour rien. C'est en effet, comme tu l'as dit, le personnage qui a le plus d'apparitions en dehors du héros principal. C'est un personnage qui est attachant, qui est très bien interprété par Ving Rhames. Je trouve il apporte vraiment ce côté très terre à terre malgré
le rôle un peu, comment dire, un peu central du personnage et cette espèce de débrouillardise avec les ordinateurs, ce geek finalement avant l'heure, avant les archétypes qu'il y a eu par la suite. Je trouve ça très bien fichu de la part de l'acteur, puis de la part de la mise en scène aussi, qui le met vraiment en valeur. Et on commence à retrouver les premiers tropes un peu du personnage, hein, ce côté un peu nonchalant, mais en même temps extrêmement doué. Et puis en même temps aussi très bon sur le terrain, hein, puisqu'il y a toute la partie dans le train où il doit exécuter plusieurs tours de passe-passe, plusieurs mouvements pour essayer de couper le réseau et empêcher Max de s'emparer des fichiers. C'est vraiment une très bonne alchimie pour le coup. Là, tu vois, il y a vraiment ce qu'on reprochait tout à l'heure, je trouve qu'on l'a plutôt bien avec Luther, tu vois. Bon, après, c'est aussi intéressant de constater que c'est un personnage qui s'est développé peu à peu dans la saga, c'est-à-dire Oui, le film en lui-même est aussi un personnage, bon, certes, comme c'est un gentil à l'arrivée, c'est différent, mais je veux dire, ça aurait pu être un personnage, on va dire, vite vu, vite oublié, mais comme la saga l'a réutilisé, alors peu à peu, il commence à se développer, on va dire, presque, j'ai envie de dire, presque malgré lui, d'une certaine manière, ouais, malgré bien sûr. lui, à ce stade-là. Alors, on a l'acteur, je vais massacrer son nom, je suis désolé, Henry Czerny, qui interprète Czerny, Kittredge, donc, comment? Czerny, je pense que c'est Czerny, Czerny, je pense. Ouais, je pense qu'il a Czerny, quelques origines de par chez moi. d'accord. Mais il est canadien. Ah merde, c'est peut-être juste des origines alors. Il s'appelle Henry Henry. Czerny. Henry, attends, il faut faire l'accent. Henry Czerny. Je sais pas faire l'accent. Ah, les accents, je te les laisse, hein, c'est ton truc. Ah, oula, on est dans la merde. Donc, qui interprète Kittredge, donc c'est le chef de la, enfin, en tout cas, un des chefs de la CIA, hein, on va dire, un des Exactement. chefs responsables de tout ce qui est Mission Impossible, des forces Mission Impossible. Et pour la petite histoire, il a été annoncé dans Mission Impossible 7 et Mission Impossible 8. Et oui, j'ai hâte de voir ce qu'il lancera du coup. Parce que pour moi, le personnage était plus ou moins un one-shot hein, dans la façon dont il était présenté. Je trouve il fait partie de ces personnages un peu, comment dire, où tu sais jamais de quel côté ils sont. C'est-à-dire que pendant tout le long du film, il va faire des actions, être un peu à l'encontre du héros et de sa quête, se poser en obstacle. Et au final, tu te rends compte très vite que à la fin du film, que le gars est plutôt honnête dans sa démarche et finalement c'était aussi un des personnages qui s'est fait avoir par la situation, un peu comme le spectateur, un peu comme les autres personnages du métrage, tout ça. Et du coup, j'aime beaucoup sa résolution, et pour moi, en fait, je voyais pas trop l'intérêt de le faire revenir. Mais au-delà de ça, l'acteur est en effet très très bon, et il arrive à faire peser cette menace un peu flottante au-dessus de Ethan, tout en participant aussi à des scènes un peu rigolotes où, après la scène justement du du coffre-fort, enfin du braquage, la fameuse scène, la scène culte de ce film, où Ethan récupère les données dans l'ordinateur. On voit qu'il il est sur le point de renvoyer un des employés justement qui a pas fait son boulot correctement pour empêcher ce vol, et ça joue un peu de cette image presque humoristique où le personnage va envoyer l'employé en Alaska ou je sais plus où parce qu'il a pas fait son boulot quoi. Un peu comme un patron classique, et ça donne un peu d'humanité je trouve au gars. C'est assez Moi, intéressant. je trouve surtout qu'il a une bonne gueule. Il a une bonne gueule. Je Ouais, trouve qu'il gueule. a une gueule qui passe pour ce genre de rôle, ça passe nickel, quoi. Bon, Ouais. après, il est spécialement bien filmé, tu sais, la scène du restaurant, l'aquarium, là, Ouais. avec Ah ouais, les bien. plans de haut en bas, comme ça, pour le mettre en Ouais. avant, le mettre En menaçant. Bon, enfin, bon, contre-plongée. bref. Ouais. Voilà, la réalisation fait que, mais il a franchement une Au bonne gueule, travers. très honnêtement. Hmm. On va parler de Vanessa Redgrave, qui fait Max. Il faut savoir qu'à la base, le rôle avait été écrit pour un homme. Exactement. Ouais. Et en fait, je crois que c'était une pote à Tom Cruise, et Tom Cruise lui a dit, il n'y a pas un endroit où on peut la mettre? Et puis finalement, ils l'ont mis dans le rôle de Max. Et du coup, en fait, c'est très bien, déjà, pour commencer, parce qu'elle incarne superbement bien, je trouve, le personnage. Ouais. Elle a un Ouais, ouais. côté sûr d'elle, un peu, comment dire ça, un peu dandy, je veux dire, toi, un peu toi, Ouais, chic, ouais. d'une certaine manière, mais en même temps, un côté un peu dangereux, qu'elle dégage de regard et tout, sûr d'elle. Et encore une fois, la première scène où Ethan Hunt la rencontre, elle est filmée en contre-plongée et tout, pour la mettre en avant. Ah, franchement, c'est très bien fait. Franchement, c'est pas le truc que tu dis, oh là là, pourquoi est-ce qu'ils ont mis. Non, 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 non. C'est nickel, il n'y a rien à dire, c'est très bien. Et après, on va revenir sur le fait qu'elle s'appelle Max, alors que c'est une femme, etc. Hmm. Parce qu'après, il y a un sujet de quel j'ai envie de parler, mais on viendra une fois qu'on aura fait le casting.
Non, bah, je pense que tu as très bien résumé. Elle a ce côté imprévisible, ce côté justement ouais, mise en valeur justement par la réalisation, ce que je reprochais un peu à Claire et à Krieger. Ici, justement, on a un personnage plutôt ennemi, en quelque sorte, qui... Est-ce qu'on peut faire une référence en disant qu'elle est iconisée? soleil couchant, contre-plongée, oui, on peut. J'attendais, c'est le point iconisation, hein. J'attendais de voir où on allait aller justement. Je pensais que ce serait sur Ethan, tu vois, mais Ah, non, désolé. sur Max, ça marche bien, ça marche bien. Le personnage a du bagou, a du répondant, l'actrice est en effet plutôt bien choisie. Et j'aime bien la montée en tension qu'il y a dans les scènes où elle apparaît, parce que elle peut pas se fier à Ethan ne peut pas se fier à elle, et ils doivent quand même bosser ensemble pour faire avancer le scénario, quoi. Et je trouve ça extrêmement intéressant. J'ai quelques petites, enfin, ce qui ajoute un peu de supplément, on va dire, à son rôle, c'est le fait que on ait appris de manière un peu officieuse dans Fallout que le personnage de la Veuve Blanche serait potentiellement lié à Max. Du coup, il y a une espèce de continuité, un peu comme Kittredge qui s'installe dans la saga, donc ça c'est hyper plaisant. Moi, j'aime beaucoup son personnage. Je trouve peut-être que s'il y a un point faible, je dirais, alors c'est pas lié à l'actrice, c'est lié à son personnage pour le coup. C'est le fait que Ethan se débrouille un peu, de manière un peu miraculeuse pour rentrer en contact avec elle. Tu sais, toute la scène des ordinateurs qui dure un peu longtemps en plus au début du film, où, enfin, tu sais pas trop par quel coup de bol il arrive à rentrer en contact. J'ai pas trouvé ça hyper clair dans le film, et j'ai eu un peu cette impression de ta gueule, c'est magique. Après, c'est un À ressenti. Mais... l'époque, c'est pas ta gueule, c'est magique, c'est ta gueule, c'est Internet, tu comprends rien. Ouais, c'est Internet, voilà, c'est ça. À l'époque, c'était ça. Mais Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Le gars qui va sur tous les sites de Bible et qui envoie un message à quelqu'un qui s'appelle ouais. Max sur le site, tu dis ouais, bon, peut-être à l'époque ça passait mieux, mais ouais, on n'y croit pas Pour moi, trop, c'est quoi. plus improbable que la scène de fin, tu vois, que la scène de cascade de fin. Tu vois, donc c'est dire à quel point. Ouais. Mais disons que. Bon, alors je voulais revenir là-dessus après, mais ce qui est surtout intéressant par rapport à la durée de la scène, c'est que tu sens que le personnage d'Ethan Hunt, bah, il est perdu en fait. Il est dans la misère, Oui. il se rattache à ce qu'il peu qu'il a, et puis il s'accroche comme dans la scène de fin. Ouais. Il s'accroche à fond la pièce à ce qu'il a, tu vois, pour réussir à faire quelque chose. Alors oui, au final, le fait qu'il arrive et à la contacter et à trouver le moyen de la voir, ça fait un peu tirer par les poils des fesses, on est bien d'accord. Ça, je suis d'accord. Alors, on va juste parler vite fait d'un acteur qui n'est pas crédité, c'est donc Emilio Estevez, hein, qui est dans le film, qui a un petit rôle, qui fait une apparition. En fait, c'était pour rendre l'appareil à Tom Cruise, puisque Tom Cruise faisait une apparition dans un film dans lequel il avait le rôle principal, et Tom Cruise n'était pas crédité non plus. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'amitié à Hollywood. Voilà, c'est cool. Alors, on voulait parler donc de l'histoire de la production du film, qui est un petit peu chaotique. Et je tiens à préciser un petit détail, parce qu'il y a Brian De Palma qui a dit un truc intéressant, et d'ailleurs, c'est très d'actualité comme réflexion, parce qu'il a dit que pour lui, Hollywood, la force d'Hollywood, c'est que en fait, c'est une accumulation de talents. Il dit que justement, il y en a un qui fait le scénario, l'autre qui l'aurait écrit, l'autre qui le supervise, le producteur qui donne son avis, blablabla. Et c'est tout ça qui permet au film d'être solide à l'arrivée. Tu vois, c'est ça qui permet au film, à la fin, bah, d'être passé par le cerveau de plusieurs personnes. Et je dis que c'est d'actualité parce que c'est un peu le débat qu'il y a avec Netflix actuellement, où on donne toute Ouais. liberté, et puis parfois on se dit, ça a l'air de manquer. Selon lui, selon Brian De Palma, qui est, comme on le sait, un tocard du cinéma qui n'a jamais rien fait de sa vie, selon lui, c'est une très bonne chose, cette accumulation. Et il le dit lui-même, Citizen Kane est le résultat d'une de ces accumulations. Et après, je me suis dit, tiens, c'est marrant, est-ce que c'est un tacle? Parce qu'il a cité, entre autres, Truffaut et Godard en disant qu'à l'époque, eux, ils faisaient tout, ils géraient tout, mais que c'est peut-être pas la façon de faire. Au niveau du scénario, donc, il est passé par plusieurs mains. Tout d'abord, il a été écrit une première fois par Gloria Katz et Willard Hughes. Hein, donc c'est la première version du scénario. Ça, c'était avant que Brian De Palma n'arrive. À cette époque, c'était Sidney Pollack qui était prévu pour réaliser le film, Exactement. celui qui devait le réaliser. Sidney Pollack, il est parti. Selon Brian De Palma, il y a beaucoup de choses que je vais vous dire, c'est selon une interview que j'ai lue de lui, hein, sachez-le. Donc c'est son point de vue. Selon lui, en fait, le scénario ne l'intéressait pas plus que ça. Et il avait plutôt envie de faire un autre film, donc il a profité pour se casser, en fait. Et du coup, ils ont profité pour recruter Brian De Palma, parce que Brian De Palma avait déjà fait Les Incorruptibles, qui était une adaptation d'une série télé. Et en plus, il avait eu du succès. Donc en Clairement. fait, ça matchait un peu. Brian De Palma
Palma qui a dû accepter donc de faire ce film, entre autres parce que, bien que ce soit un réalisateur culte, il avait enchaîné les échecs au cinéma, au box-office, et au bout d'un moment, il fallait qu'il devienne un petit peu bankable, tant mieux pour lui. Ce film, Mission Impossible, a cartonné, et il a profité pour pouvoir vendre son film d'après, Snake Eyes, il a dit combien, 11 millions, je crois, à la Paramount, un truc comme ça. Donc en gros, il a dit, c'est ça que lui a apporté Mission Impossible, c'est d'avoir pu vendre son film d'après. Une notoriété, évidemment. Une notoriété de la part du grand public. Notoriété économique, surtout. Ouais. Oui, et donc économique. Parce que grand public dit presque toujours économique. Donc Brian De Palma a dit que le scénario de base lui déplaisait, il n'était pas convaincu, donc il a demandé à Tom Cruise, qui était producteur quand même, faut pas oublier, c'était un peu le chef du truc, de pouvoir voir avec David Koepp pour réécrire l'histoire. Et donc en fait, ils ont réinventé toute l'histoire. Et à la base, Brian De Palma, il avait une idée, c'était de faire un film déjà international, puisque le scénario de base devait se passer aux États-Unis. Donc c'est Brian De Palma qui a apporté le côté Prague, Paris, Londres et compagnie. Et en fait, au début, il voulait que ça ressemble aux 12 salopards, je cite. Donc, c'est-à-dire que le personnage d'Ethan Hunt se rend dans différents pays pour recruter son équipe. Donc, le personnage de Krieger devait être en Inde, celui de Luther devait être en Irlande, et il devait aller, en fait, faire un tour du monde. Ils étaient en prison, je crois, ou je sais pas quoi, il devait les chercher, justement. Ouais, justement. Dans des endroits un peu chauds. Voilà. Ouais, voilà. D'où le 12 salopards, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est dit, OK, c'est bien, mais ça fait une introduction qui est beaucoup trop longue. Il faut qu'on arrive direct au cœur du sujet, donc à la mission de Mission Impossible. Surtout qu'on le rappelle, c'est basé sur une série télé, donc les gens connaissent le principe. On a vu ça. Enfin, dans le film, je veux dire. On a vu comment ils ont géré l'aspect équipe dès le départ du film. On en parle après. Piano. Donc, du coup, ils ont réécrit une histoire et Tom Cruise a insisté pour que Robert Town réécrive l'histoire et il a entre autres enlevé la scène de l'hélicoptère à la fin du scénario et paraît-il qu'il voulait plus développer les personnages et tout ça et en fait, Brian De Palma a dit non, ça va pas, c'est pas possible, tu peux pas m'enlever la fin, c'est censé être un gros film, machin, tu m'enlèves une scène importante, en plus sur laquelle il était déjà en train de bosser depuis un moment, donc voilà. Et donc il a insisté pour que cette scène reste, et en fait, il était absolument contre les changements de Robert Downey, donc il y a peut-être un ou deux trucs qui restent, mais dans l'absolu, c'est parce que ce qu'il a voulu garder. Et il y en a un autre, ça c'est toi qui as le nom, parce que je sais pas exactement quand il est apparu, donc comment il s'appelle, Steven Zaylan, Ouais. qui lui a participé au scénario. Alors d'après ce que j'ai, il a participé au même niveau que David Koepp. Donc Brian De Palma, lui, parle vraiment que de David Koepp, mais ce nom-là, cette personne, David Zaylan, a semble-t-il participé aussi à ce moment-là lors de l'élaboration de l'histoire. Même si Brian De Palma ne le cite pas dans son interview. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Rappelez-vous, c'est son point de vue, c'est pas forcément la vérité. Donc, tout ça pour dire que c'est certes un scénario qui n'est pas de Brian De Palma, mais Brian De Palma s'est totalement investi dans le scénario, dans l'écriture du scénario, dans l'histoire. Et donc, même si à la base, c'est une adaptation de série télé et tout ce que l'on veut, c'est quand même un film de Brian De Palma qui s'est investi corps et âme là-dedans. Et d'ailleurs, on retrouve ses habitudes, puisque le monsieur, on le sait qu'il a il aime bien parler, on va dire, de caméra, de micro, de surveillance, et quoi de mieux qu'un film d'espionnage pour parler de caméra, de micro et compagnie. Voilà. D'ailleurs, ils ont vraiment fait appel à des professionnels, justement, du milieu, à des anciens agents de terrain, à des retraités de la CIA ou je sais plus exactement quoi, parce que dans certains bonus, ils parlent justement de l'impact que le film a eu notamment sur un musée de l'espionnage qui se déroulait un peu en même temps à l'époque. Et justement, il montrait les interviews de ces agents qui, évidemment, désamorçaient un peu l'aspect épique et incroyable de la chose, en disant que une grosse partie de leur travail consistait en de la surveillance. Du coup, ils montraient les différents micros qu'ils utilisaient dans la vraie vie pour les opérations, en tout cas à l'époque. Et ils montraient justement aussi que c'était une vision un peu fantasmée de l'espionnage, une vision évidemment très américaine, quoi. Ah bon, je suis surpris. Le film est une vision fantasmée de l'espionnage. C'est pas comme ça que ça se passe. Bah, il paraît. Je suis très déçu. Moi, je voulais avoir un chewing-gum explosif, un peu comme dans le film, mais on l'aura pas, donc Oh tant là pis. là, mais quelle déception. Oh là là, je suis tellement déçu. Oh. Bref, la musique du film, à la base, elle était composée par Alan Alan Silvestri. Silvestri.
Le truc, c'est qu'en fait, Brian De Palma n'a pas été très content du résultat. Il disait que la musique était trop mélodique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Silvestri l'a écrit, puis il est tout de suite parti enregistrer, et Brian De Palma n'a pas eu le temps de donner son avis dessus. Et il s'est rendu compte que, selon lui, ça collait pas. Ils ont essayé de faire des modifications, mais au final, ils disaient que ça rimait à rien, et donc du coup, ils ont pris Danny Elfman. Il faut savoir qu'ils ont eu de la peine à trouver un compositeur, parce que justement, ce compositeur devait quand même accepter de reprendre le thème à la base composé par Lalo Schifrin pour la série télé. Donc il fallait aussi que ce soit un compositeur qui soit capable de s'adapter à ça et qui jongle avec ça. Tu voulais parler de la bande originale du film, il me semble. Très succinctement, je pense, mais en effet, comme tu l'as très bien dit, la reprise du thème original qui se fait de manière tout à fait fluide et évidente quand quand tu regardes le film avec la bande son et quand tu écoutes juste la bande son. Moi, j'aime beaucoup justement les bandes son des films entre guillemets que j'apprécie. J'aime bien les écouter à part pour avoir une autre, ça semble un peu paradoxal, mais avoir une autre vision entre guillemets du truc, même si c'est de l'auditif. Et du coup, c'est très intéressant parce que le boulot de Elfman, évidemment, il fait partie de ces compositeurs qui ont une signature assez forte. Alors, attention, hein, je suis pas un spécialiste non plus, c'est-à-dire que j'aime bien ça, mais plus pour la passion de le faire que vraiment d'analyser le truc dans les détails. Mais on retrouve certains motifs, on retrouve certaines utilisations d'instruments qui sont systématiques dans son travail. À l'époque, il sortait des différentes productions de Tim Burton, donc évidemment qu'il avait encore plus affirmé son style qu'aujourd'hui, où aujourd'hui il est vraiment plutôt en mode pilote automatique et où il se contente de réutiliser les morceaux et les façons de mettre en son entre guillemets ces morceaux qui du coup sont plus trop d'actualité, collent plus trop avec les manières d'enregistrer de maintenant. Et en tout cas à l'époque ça donnait quelque chose de plutôt explosif avec une ambiance très espion, très double jeu, très infiltration qu'on ressent justement jusqu'à la musique et qui se lie du coup parfaitement avec la réalisation de Palma. Et puis des moments un peu plus blockbuster, un peu plus épiques. Je pense à la réutilisation du thème de manière un peu plus complète sur la fin du film quand on a la séquence de l'hélicoptère et du train. Où là, il utilise à pleine balle le thème, il fait jouer les instruments à fond, l'orchestre à fond, et ça donne vraiment quelque chose d'assez pétant, quoi. Et ça rend très très bien. C'est vraiment, pour avoir vu quelques épisodes du coup de la série de 66, pour moi ça s'inscrit complètement dans l'univers sonore de la série, et ça, on pourrait limite croire que c'est vraiment les mêmes compositeurs, quoi. Là où le 2, on en reparlera, mais embauchera un compositeur beaucoup plus différent, voilà, en termes de jeu de son et d'utilisation du thème. Il n'y a pas qu'en termes de son, mais on en reparlera. D'ailleurs, petite parenthèse, du coup, puisque je t'ai forcé à regarder un épisode et toi, t'en as regardé deux, du coup. Qu'est-ce que t'en as pensé vite fait, justement, pour quelqu'un qui connaît les films, qui découvrirait la série? Ouais. Écoute, T'as perdu du temps. c'est un bon complément, je trouve, au film. C'est-à-dire que on retrouve les utilisations entre guillemets des personnages un peu outils, c'est-à-dire que a certains personnages qui sont spécialisés dans telle activité pour réussir telle mission. On retrouve le côté justement briefing que tu évoquais du coup dans ta vidéo spéciale sur les origines du projet. C'est-à-dire que chaque épisode, en tout cas ceux que j'ai vus, commence par le choix des recrues dans un côté presque un peu mise en scène traditionnelle. On va voir le personnage assis dans son fauteuil qui va regarder les différents profils. Alors évidemment, comme tu le disais, ça correspond toujours aux acteurs qui participent à l'épisode, forcément. Donc c'est presque une scène qui serait inutile en soi, mais ça T'as rajoute vu un petit comme elle est faite dans le leitmotiv en film? fait. T'as vu comme elle est faite dans le Ouais, film? Oh, on a ouais, repris les mêmes que d'habitude, oh, faites pas chier, voilà. c'est ça. Vous emmerdez pas, Monsieur Phelps, ça va aller. On a repris les mêmes, faites pas genre, vous choisissez. Là, je trouve que c'est plutôt bien fait. C'est quand tu veux les premiers épisodes, forcément, tu sais pas qui seront les acteurs récurrents, donc c'est un petit côté surprise. J'aime bien le côté un peu huis clos, notamment du pilote, c'est-à-dire que le pilote se déroule dans une espèce de villa un peu d'Amérique du Sud où on va suivre justement l'équipe qui va essayer de récupérer des têtes nucléaires qui sont entreposées
dans un coffre-fort dirigé par un dictateur, du coup. Et du coup, ils vont devoir se faire passer pour dictateur avec l'utilisation des masques et des prothèses. Donc ça, c'est quelque chose qui évidemment sera récurrent dans les films. Et puis l'utilisation de certains gadgets, de certains tours de passe-passe qui sont vraiment au cœur de la série. Et on sent qu'il y a quand même un aspect très méticuleux où il faut beaucoup de doigté pour réussir certaines actions. Donc, tout se fait vraiment dans la seconde avec des plans de caméra assez fixes justement sur les actions pour bien te montrer qu'il n'y a pas de faux prix sur la marchandise. Hein. Tu as ce que tu vois à l'écran. Et en ça, c'est plutôt fidèle et plutôt réussi, même si techniquement, c'était les films qui sont fidèles à la série, mais je me comprends. Et du coup, tout ça dans une résolution un peu plus d'action, notamment pour le pilote, où ça se termine par une course-poursuite, où les personnages font tirer dessus. Enfin, pour le coup, les films n'ont pas forcément non plus changé la formule à fond, et c'est pas plus mal, hein, quelque part. Ils ont juste rajouté cette petite dose, on va dire, d'épique supplémentaire qui va pour le cinéma, quoi. Mais un bon mélange dans l'ensemble, et c'est très. Je peux recommander quand même aux gens de regarder ne serait-ce qu'un ou deux épisodes pour se faire une idée de ce à quoi ça ressemble dans les détails. Mais je pense que c'est utile pour juger les films, c'est d'avoir ce petit visionnage. Je dis pas forcément d'avoir regardé toute la série, mais de se dire ah ouais, ah maintenant je vois comment ils jouent avec les codes et tout. Tu vois, je trouve Exactement. ça rajoute du goût. C'est rajouter des épices, on va dire. Alors, on va revenir donc maintenant sur le scénario du film. Tout d'abord, je tiens à préciser que le film, quand il est sorti, il avait été descendu par la critique, alors peut-être pas toute la critique, mais une bonne partie, je m'en souviens, et par le public, ça aussi, je m'en souviens, peut-être pas tout le public, mais une bonne partie, hein, en disant que l'histoire était incompréhensible, que c'était hyper compliqué à suivre. Et c'est vrai que c'est une histoire il faut suivre. Faut pas, enfin, je veux dire, il faut être là, puis il faut la suivre. Il faut être dans le film. Je me demande si c'est que les années ont passé ou je sais pas, mais en effet, maintenant, il me paraît beaucoup plus facile à suivre, certes complexe, qui joue sur certains détails qu'il faut pas louper, on va dire, mais pas si compliqué que ça à suivre. Bon, je tiens à préciser que je l'ai vu peu après à sa sortie, genre un an ou deux après sa sortie, donc je devais avoir 12-13 ans à l'époque, donc c'est normal que je sois un peu largué. Mais depuis, je l'ai déjà vu une fois, en tout cas à la télé, une ou deux fois à la télé, puis là, je l'ai revu pour cette vidéo. Donc, peut-être que c'est le revisionnage, peut-être parce que je suis plus vieux. Là, il me paraît beaucoup plus logique de le suivre, même si, en effet, il faut pas louper certains petits trucs. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la difficulté du scénario? Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que pour moi, il est exigeant, mais dans la banalité. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop habitué à avoir des scénarios un peu C'est italien? qui tiennent sur des post-it, quoi. Ouais, t'as vu, hein, t'as vu, je vais Alors, jusqu'au bout. si jamais, il faut dire scenari. 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 C'est un scenario dei scenari. Donc, si tu veux le dire en italien, il faut le dire pour de vrai. Hein. Ouais, sinon, je ferme ma gueule. Voilà, j'ai bien compris le message, Voilà. pas de problème. Mais, Je veux dire mais, l'histoire. euh, mais Non, je trouve que, voilà, en tout cas, aujourd'hui, on est trop dans ce côté un peu ouais, scénario facile d'accès, où il y a très très peu d'exigences. Et je suis pas en train de prôner un élitisme, hein, loin de là, mais c'est bien aussi de réfléchir un peu et de se poser même pour une œuvre qui est destinée à du grand public. Et je trouve que le film, pour le coup, s'oriente vraiment autour de certains points clés qu'il faut absolument pas louper. Mais pour le coup, se lie avec des éléments enfin avec des événements qui sont tout à fait accessibles et qui en soi ne posent pas de difficulté particulière. Moi, j'ai vu le film deux fois, enfin peut-être trois. J'avoue que j'ai vu le voir une première fois, mais pas en entier parce que j'étais encore très jeune. Je l'ai revu une deuxième fois il y a quelques mois en arrière quand j'ai fait l'acquisition du coffret Blu-ray des 6 films. Et du coup, c'était un peu, on va dire, ma première expérience, même si pas tout à fait. Et puis je l'ai revu l'autre jour quand il est passé à la télé pour en profiter aussi pour me refaire un visionnage pour la vidéo. Et je trouve que, honnêtement, au-delà de deux visionnages, c'est tout à fait accessible. En effet, le premier visionnage reste peut-être le plus ardu en soi, parce que ça demande un investissement, comme tu l'as dit, qui est peut-être supérieur à un blockbuster traditionnel. Mais une fois qu'on le revoit, je pense que ça ajoute un supplément dans le sens où, vu qu'on sait ce qui va se passer, on arrive à décortiquer un peu l'agencement des scènes et des situations. morale de l'histoire, accrochez-vous, mais vous prendrez du plaisir. Mais je pense qu'une fois Exactement. que tu as les tenants et les aboutissants aussi, c'est plus facile. Il faut dire que là, quand je l'ai revu, Bien sûr. je me souvenais de qui était méchant, de pourquoi, tu vois, donc c'est peut-être plus facile à suivre aussi. Du coup, on va commencer par la scène d'intro du film.
scène d'intro où en fait on a une scène qui est totalement typique de la série télé, c'est-à-dire les agents qui font toute une mise en scène pour que le bad guy en face révèle des informations sans le torturer, sans lui tirer dessus, tu vois, pour que le gars il balance des trucs et puis après, surprise, c'était un masque et tout. Et en fait, on est complètement dans un micro final de la série télé, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, on entend musicalement le thème, non pas le thème principal de Mission Impossible, mais celui qu'on entend dans la série télé, celui avec les tambours qui fait un peu militaire. Tu Ouais. vois. Tintin, tintin, tintin. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. J'aime. Alors, je trouve peut-être cette scène un peu courte, mais en même temps, elle a vocation juste à introduire, comme tu dis, à t'immerger dans le concept, mais c'est peut-être un chouïa trop court. On n'a pas vraiment le temps de bien saisir ce qu'il en est. Je trouve que de ce point de vue-là, Fallout réussira encore plus cette supercherie, mais on en reparlera à ce moment-là. Mais par contre, j'aime beaucoup le concept de mettre ça en scène pré-générique, c'est-à-dire que on t'installe de base, même si tout à l'heure on en a dit un peu l'inverse, mais on t'installe de base qu'il y a une alchimie entre certains personnages, en tout cas une relation qui sera au centre du truc. Donc là je pense à Ethan et Claire par exemple. Et puis on t'installe aussi le mécanisme des masques pour ceux qui n'auraient pas vu la série, tout simplement, hein, parce que le film n'était pas destiné qu'au public de la série télé. Donc dès le départ, le ton est donné, et c'est soit t'adhères pas. C'est-à-dire que si t'accroches pas dès cette scène d'ouverture, la saga est peut-être pas forcément faite pour toi. Ou en tout cas, le concept de Mission Impossible sera peut-être plus difficile à avaler, quoi. Mhm. D'ailleurs, on disait que justement le personnage d'Ethan et de Claire, on jouait sur le fait qu'il y a un rapprochement et tout. Et mais là, quand il la réveille, le regard qu'il a sur elle et tout, et quand elle Mm. se réveille et tout, tu te dis, là, il y a déjà quelque chose, c'est pas possible. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, Et mais qui sera moyennement exploité, quoi. ouais, mais surtout que le mari de Claire, c'est son chef qui est en train de le regarder par la C'est pas trop. caméra et il le sait. Ouais, je veux C'est dire, c'est ça. tout ça. Ouais, c'était la morale des années 90. Bon, ok. Bref. On Pour était la bien sûr. petite histoire, je trouve que c'est une scène qui fonctionne bien. Il y a une bonne tension, parce que ça, c'est un des points forts de Brian De Palma, c'est créer de la tension. Et déjà là, il y a une bonne petite tension, je trouve, personnellement. Ouais, ouais. Est-ce que tu savais que Brian De Palma a dit que c'était la scène la plus difficile qu'il a dû tourner de tout le film? Alors ça, je savais pas. En fait, il a dit le souci, c'est que je crois que c'est une des premières scènes qu'ils ont tournées, voire peut-être même la première. Et donc, Tom Cruise, comme j'ai déjà dit, c'était, je pense, la première fois qu'il était producteur comme ça. Il était hyper exigeant en regardant Ouais. surtout. Et du coup, ils ont dû tourner la scène 3 fois de manière différente, en changeant la lumière. Et en changeant la lumière, celui qui faisait les maquillages n'était pas content parce que ça ne donnait pas. Donc, en fait, il paraît qu'il y avait une grosse tension aussi sur le tournage, où tout le monde s'engueulait un peu à gauche à droite. Et il a dit que c'était le plus difficile. Pour parler vite fait de la relation Tom Cruise-Brian Brian De Palma a dit qu'au début, Tom Cruise, c'était très difficile parce que justement, il était producteur, il avait un regard sur tout, faisait attention à tout, mais qu'une fois que le tournage a commencé, c'est-à-dire que le scénario était fixe et tout, ah bah là, ça allait beaucoup mieux parce que Tom Cruise, c'est justement quelqu'un qui s'investit à fond et qui veut que ça réussisse à fond la caisse. Et il disait, là, j'étais en adéquation avec lui. Mais en tout cas, au début, c'était un peu. Voilà. Donc voilà, il a dit que c'était la scène la plus difficile à tourner. On pourrait croire que non, mais il dit que c'est celle-là. Et ensuite, on a le générique, façon moderne, mais qui reprend quand même un peu les codes du générique de la série télé, je trouve. Ouais, tout à fait. On a quelques images du J'aime beaucoup film. le générique. J'aime beaucoup, On a... ça défile, puis c'est en flash forward, tu vois, donc c'est-à-dire que tu vois des plans de choses qui vont se passer plus tard dans le film, mais vu qu'ils sont éclatés, en fait, dans le générique, tu sais pas exactement dans quel sens ça va se dérouler, et du coup, ça ne te révèle rien, en fait. C'est là toute l'intelligence du truc, et en effet, le générique des épisodes que j'ai vus était un peu présenté dans ce principe-là aussi. Donc pour le coup, c'est très très bien, et c'est faussement, comme tu l'as dit, c'est faussement vintage, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, que le générique, même dans les années 90, il faut être honnête, je pense qu'il devait faire un peu vieillot, mais pour moi, c'est complètement volontaire de s'inscrire dans l'héritage de la série. À moi, à l'époque, je me souviens que c'était un peu la nouvelle version de la musique de Mission Ah ouais? Impossible, et puis on Ah l'entendait d'accord. souvent à gauche à droite. Hein. On Ah, l'entendait je dans trouve les émissions de que... télé et tout. Faut pas oublier que la musique Ah de ouais. Mission Impossible, elle est ultra culte. Hein. Elle est ultra Bah oui, culte. Et là, c'était évidemment. une version mise à jour qui a bien fonctionné. Donc, bon, j'ai pas vraiment cette Bah, impression. tu vois, moi j'ai Après, eu j'étais jeune. plus d'effets de nouveauté avec le générique je crois que c'est la série 20 ans après, qui se voulait justement volontairement différent et en marquant la différence avec la série, enfin les séries d'avant. Alors que là, je trouve que celle du film, justement, la composition de Danny Elfman, elle s'inscrit complètement dans celle de Halo Schifrin, quoi. Mais après, c'est un ressenti, hein.
Alors, celle de 20 ans après, tu vois, qui joue beaucoup sur l'aspect je suis Jim Phelps et je tape sur un ordinateur. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, hey, vous avez vu, on est à la On pointe, est tu vois. moderne. On est moderne. Ouais, c'est surtout ça. Mais ouais, ok, je vois bien. Ouais. Mais celle de 20 ans après, elle nous vend, elle nous dit que c'est Jim qui met le feu à la mèche. Tout un mythe Ouais. qui s'effondre. Bref, le générique. Et ensuite, on a donc la scène de l'avion. Alors, c'est très bien fait parce qu'en fait, on voit vraiment clairement que c'est un décor pas très grand, pas très beau, hein, qu'il n'est pas dans un avion, quoi. Mais en fait, on a très peu de plans, on va dire larges, hein, où on voit un peu le décor. On est vraiment sur le personnage de Jim Phelps, donc ça passe très bien. Et on a une des scènes cultes, version moderne, de Mission Impossible, la mission. Bonjour, Jim. Et donc, il lui révèle sa mission, comme quoi ils doivent aller à l'ambassade américaine de Prague, qui est un type qui s'appelle Golotzin, et qu'il faut lui piquer La une police. liste d'agents secrets qu'il a prévu de revendre. Pour la petite histoire, le coup de la liste des agents secrets, je crois que je l'ai vu dans au moins 5-6 films d'espionnage. Ouais, ouais. C'est, Bah, encore une fois, c'est quelque chose qui se base sur un item qui existe vraiment, en tout cas qui existe dans les bases d'information des agences d'espionnage. Donc, je pense qu'en effet, c'est quelque chose que tu dois voir souvent dans les films qui sont issus de ce genre-là, quoi. Et tu sais aussi pourquoi ça existe, selon moi? Vas-y. Bah, parce que ça permet de faire quelque chose qui soit très agent secret, mais en même temps, tu dénonces aucun pays, tu vois. Ouais, Tu vois, tu te mouilles pas. Ouais. le film, il dit pas les Russes, c'est les méchants, Mm. je sais pas moi, les Suédois sont des salauds. Tu vois, finalement, il n'y a aucun pays qui est incriminé là-dedans. Tu vois. Les Suisses, ils sont neutres, tout ça, non, Ouais, c'est clairement. Voilà, les Italiens, ils jouent au foot. Enfin, voilà quoi. c'est Enfin, ça dénonce rien du tout. Tu fais rien. rien du tout. Il dit pas ça. Pas ça, le film. C'est pour ça que nous, on est là pour le dire. Non, enfin, bref, ouais, pour dire que, ouais, Non, mais voilà. je comprends ce que tu veux dire, et en effet, on joue un peu sur la partie interne, quoi. La partie Mhm, interne de la machine, mais en soi, c'est bien parce que ça, pour moi, ça met en avant, alors c'est peut-être involontaire pour le coup, mais comme tu dis, ça met en avant le côté aussi agence qui déraille, quoi. Et c'est quelque chose qu'on reverra beaucoup dans les films, pour le coup, ou dans le sens où tu peux te fier à personne, même à ton propre gouvernement. Et en ça, je trouve que c'est assez intelligent de la part des scénaristes, tu vois, d'avoir présenté ça. mhm. Donc, après la scène de l'avion, on a une scène qui est assez classique dans la série. Hein. Là, pour le moment, on est en train de suivre le schéma de la série, à part la scène pré-générique, qui est aussi un truc très classique dans la série, mais qui, normalement, il n'y a pas de scène pré-générique dans la série. Dans la Ouais. classique, on va dire, du moins. Euh, on est donc la préparation, là c'est sur place à Prague, où on est en train de discuter de la mission, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça, ah moi j'ai une petite idée, tata, et ça permet de donner cette sensation d'équipe, des gens qui sont là, bon on se rend compte que Ethan a l'air de se la raconter, mais aussi Mm. pour lui ça a l'air d'être plutôt une blague un peu, tout ça, il en rigole, tu vois, il prend ça avec légèreté. Mais je trouve que ça renforce bien l'esprit d'équipe, ça balance deux, trois infos, deux, trois trucs, deux, trois machins, voilà. Encore une fois, Ethan fait des petites blagues à Claire. Tu dis encore une fois, tu dis, bah, c'est un peu Mm. gros quand même, hein, votre truc. Hein. Bah, Bon. pour moi, ça donne un passif en fait à ces personnages qui vont avoir un rôle sans en avoir un, puisqu'ils vont en effet servir de catalyseur pour la suite des événements, et ils vont payer le prix en fait de, de s'être tout simplement d'être dans le viseur de Phelps. Et j'aime beaucoup ça. J'ai cru voir un peu à droite à gauche sur certains comment dire, certains documents entre guillemets officiels ou pas, où on découvre en fait que notamment le personnage de Jack, qui est le technicien du coup, on va dire sur le terrain, était du coup ami avec Ethan, et comme quoi ils avaient fait leur classe ensemble. Et du coup, ça ajoute encore plus, je trouve, le fait de les voir à l'écran ensemble, discuter des gadgets comme ça, essayer de sympathiser, ça ajoute encore plus de drama à la perte qu'il va subir ensuite. C'est presque limite plus intéressant que la relation qu'il va avoir avec Claire dans le film. Et du coup, ça se justifie aussi notamment sur la dernière scène du film où il fait péter l'hélico grâce au gadget que Jack lui a donné. Je trouve C'est un peu la il y a un vengeance. côté un peu vengeance, ouais, un peu vengeance, mais vengeance froide, tu vois, où le personnage a tué son pote, bah il en a rien à foutre, il va te tuer aussi, quoi. Et je trouve ça presque plus révélateur, tu vois, que d'autres relations qui sont évoquées dans le film. Et qui interprète Jack, au fait? J'ai plus le nom de l'acteur, Je j'ai vu vérifie. tout à l'heure. Tu couperas tout ça, hein. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah bah oui.
Et oui, le fameux Emilio dont tu parlais tout à l'heure, J'ai pas évidemment. dit qu'ils étaient copains, que l'un va chez l'autre, et Ouais, tout ça, maintenant tu confonds. ouais, quelque part, c'est bien monté quand même, ces vidéos, hein. C'est incroyable. Oui, ouais, faut pas croire, hein, il y en a là-dedans, hein. J'ai contacté les meilleurs experts, là, j'ai pris ma liste pour sortir les agents, j'ai fait, bon, je prends tout dans ma liste, bon, c'est pas grave, je le prends. J'en connais quelques-uns, ouais, je sais. Bref. Donc, tout ça pour dire que, voilà, en effet, ça va dans le sens de ce que tu disais. Ça aide à Eh amplifier ce oui, côté c'est amitié, des puisque dans la potes. réalité, ils étaient potes. Eh oui, évidemment. Donc ensuite, on a la mission à Prague. Et là, on a une mission en fait, c'est beaucoup du repérage, hein. Il y en a beaucoup qui sont là pour servir un peu de caméra, on va dire, à travers les lunettes et tout ça, tu vois. Mais en tout cas, on voit qu'ils sont là, qu'ils sont cachés. Il y a un truc qui est très bien fait, je trouve, c'est qu'on a une caméra, on a une, comment on appelle ça, on va dire la première personne, c'est pas le terme, une caméra subjective, voilà, Mhm. en toute une partie en ce qui concerne le personnage d'Ethan Hunt. Ça veut dire on voit pas sa tête, puisque Ethan Hunt, c'est le spécialiste du déguisement. Donc on voit pas sa tête et on le voit se balader un peu dans l'ambassade, et après on va découvrir sa tête, mais il y a une progression comme ça par rapport au personnage. Ouais, bah Par rapport à... ça colle. Non, non, mais ça colle tout à fait avec le rôle finalement qu'il aura dans la saga, dans le sens où ça présente de base le fait que tu peux pas te fier à lui, malgré le fait que enfin, il est présenté comme le héros du film, hein, mais tu peux pas non plus en tant que spectateur te fier à 100% à ce qu'il va faire, puisque il y aura toujours, malgré le fait que tu le suives, il y aura toujours une distance qui va permettre de créer justement cette tension dramaturgique, dans le sens où par moment tu le verras pas faire ces trucs pour qu'il y ait justement la surprise du spectateur arriver au moment voulu par le réel, quoi. Je pense, bah, tu parles de cette scène où tu le suis en première personne. Moi, j'interprète ça directement avec la fin du film où, évidemment, il te cache le fait qu'il a pris le déguisement de Phelps pour justement faire avouer le truc à Claire, quoi. Donc pour moi, ça annonce déjà les prémices en fait de ce qu'on aura plus tard dans le film, de ce côté et, justement très réfléchi du gars, tu vois. et les lunettes qui sont une caméra. Et les lunettes qui sont une caméra. Encore une fois, préparation, installation des gadgets qui resservent plus tard dans le film. C'est très intelligent en C'est là termes qu'on se rend d'écriture. compte que le film est bien construit quand même, hein. Tu vois qu'il y a des Bien trucs qui sûr. sont... Et ça, c'est la force d'un film, c'est quand il fait quelque chose qui sert à l'instant T, mais qui en plus va te resservir plus tard. C'est-à-dire où c'est pas on te l'introduit maintenant, mais ça sert à rien, mais on te l'introduit pour que tu comprennes que plus tard ça va servir. On va pas parler de l'armure d'or de Wonder Woman 84 par exemple, mais tu vois, ce genre de truc là, tu vois. C'est-à-dire, là, c'est utile dans la scène. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, ça sort Le pas de nulle fameux, part, hein. le fameux fusil de Tchekhov, si je ne me Exactement. trompe pas. Da, privyet. Ah, Euh, da, c'est la soirée des privyet. accents. Voilà. Ça, c'est pas l'accent, là, on a carrément parlé. Là. Attends. Euh, et Avec donc, l'accent. je sais pas. Et donc, il y a la mission qui part en cacahuète, et pour faire simple, tout le monde meurt. À part Ethan. Petite question. Est-ce que tu penses que dans le plan, puisqu'on spoil, hein, donc on sait qu'en fait c'est manipulé, machin, est-ce que tu Non. penses que les méchants avaient prévu que Ethan survive ou ils avaient prévu de le tuer? Parce qu'à aucun moment il a une menace sur lui. Ils avaient prévu de lui faire porter le chapeau et qu'il se fasse coffrer, et puis Bah, voilà, comme ça c'est fini. pour moi, ils avaient prévu de lui faire porter le chapeau, hein. C'est clair. D'accord. Ils pensaient pas qu'il s'en tirerait, entre guillemets, déjà en termes de pratique, qu'il s'en tirerait enfin, comment dire, qu'il arriverait à s'enfuir. Ils penseraient peut-être qu'il serait chopé, tu vois, peut-être plus tôt. Et puis au-delà de ça, à terme, évidemment, qu'ils envisageaient qu'il soit accablé de tous ces meurtres. Pour moi, c'est Donc, logique, hein. Après, petite question, tu penses que les méchants, donc, ils savaient que c'était une fausse opération? Que c'était une fausse opération Mission Impossible? C'est-à-dire qu'en fait, c'était une opération pour attraper la taupe, c'est-à-dire qu'on leur a donné une mission à accomplir, mais en fait, eux, ils étaient même surveillés pour voir s'il y avait une taupe là-dedans, et en fait, il n'y avait pas de mission. oui, je crois que c'est ça, hein. Enfin, il me semble qu'ils le disent à un moment donné, quand ils parlent avec Kittredge. Alors, Kittredge, ouais, il lui explique, mais je parle des méchants. Est-ce que tu crois que Jim Phelps, à ce moment-là, il Ouais. savait que, justement, Kittredge, on va dire, faisait une contre-opération, on va dire. Ça va loin, je sais pas. Est-ce qu'il y aurait eu triple jeu? Ta gueule, c'est magique? Non, je sais Voilà. pas. Honnêtement, j'en sais rien. Mais ça tombe bien. Tu as dit triple jeu, on va revenir dessus. En fait, il y a même Ah bah peut-être triple, voire quadruple quand même, hein. quadruple jeu, voire plus. Ouais. On va y aller tranquillement. Euh, Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Tout le monde meurt. Et là, justement, on a un truc intéressant, c'est qu'on a le personnage de Tom Cruise qui est dépassé, qui en peut plus, ses amis sont morts, il est totalement perdu. Là, à ce moment-là, on a tué littéralement l'idée de la série en tant que telle. Ouais. Donc, jusque-là, c'était classique. Et là, poum, on a tué la série.
Alors à ce moment-là, bon, mauvais, moi je pense qu'un film, ça doit pas juste être, retranscrire la série, sinon, bah, tu te regardes la série et puis voilà quoi. Je veux dire, il faut qu'il y ait, à l'époque, je me souviens, il fallait qu'il y ait quelque chose en plus et je trouve que cet en plus, il y est, tu vois? Vraiment, il y est. Alors certes, la suite du film casse un peu, mais pas tant que ça en plus, le principe de la série. C'est un assassinat, mais en même temps, je trouve que c'est logique qu'il y ait un truc gros qui se passe, un truc qui vient sortir de l'ordinaire. Sinon, tu restes chez toi, tu remates 7 saisons de série, plus de 20 ans après, c'est bon, c'est pas faire. Hein. C'est ça. Non, moi, ils ont eu les baloches de faire quelque chose de différent et puis moi, pour autant, enfin, certes, c'est différent, mais encore une fois, c'est pas si différent que ça, hein. C'est-à-dire que comme tu le dis, enfin, comme tu le sous-entends, on retrouve très vite dans le film des éléments qui sont propres à la série, hein, dans le sens où il va se faire sa propre équipe, il va être amené à exercer des opérations un peu délicates, où il va falloir avoir justement certains talents particuliers. Pour moi, il y a que le contexte, en fait, qui est différent de la série, mais en soi, le déroulé de l'histoire et du scénario reste, pour moi, dans une ambiance justement très série télé de Bruce Geller, quoi. Moi, ce que je trouve très très fort, c'est qu'en fait, c'est totalement différent de la série, et en même temps, c'est très très proche de la série. Ouais, c'est ça. C'est deux opposés qui se réunissent. C'est très spécial, mais c'est très réussi. Je trouve ça très réussi, honnêtement. Alors donc, je disais que à ce moment-là, on voit donc justement que le personnage de Tom Cruise, c'est pas un super-héros, hein, il panique, il sait plus où il en est, voilà quoi, il est dépassé par la situation. Et là donc, il va voir Kittredge qui est justement à Prague, il se dit ah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et il se voit dans ce restaurant qui est l'Aquarium, d'ailleurs magnifique restaurant, on va dire, Mm. visuellement, ça doit être super cher là-dedans. Comme quoi les services secrets Mais de américains. mémoire, ils l'ont construit en studio, celui-là, hein. Alors, Parce qu'il y pour a. l'intérieur du restaurant, en tout cas, oui, parce que c'est dans les studios de Pinewood, les fameux Ouais, studios où se tournent les James c'est pas mal, Bond. ouais. Mm. L'extérieur, alors je ne sais pas si la façade du restaurant, mais en tout cas l'intérieur c'est Pinewood, mais l'extérieur c'est à L'extérieur, c'est Prague. Parce Prague. que Ouais, le dernier plan, tu sais, à la fin de la scène où ouais, on voit le ouais, mec ouais. courir de Il dos, court. c'est une doublure qui est à Prague. Ouais, tout à fait. Ça, j'avais vu. Ouais. Ouais. Voilà. C'est l'intérieur Donc, après, je crois. Donc là, on a une scène de discussion qui commence d'abord presque un peu rassurant, où le mec de Kittredge, il est presque un peu en train de lui dire aïe, 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 misère, je vous comprends. Et peu à peu, il y a cette tension qui se met en place, et ces coups de Mm. caméra. Donc, Ouais, Kittredge, il est filmé presque de bas en haut, comme ça. Et quant à Tom Cruise, c'est un plan débulé, c'est-à-dire, c'est pas un plan qui est droit, il est comme ça, un peu de travers. Là, comme ça, on dirait pas, mais en fait, ça met de l'attention. Donc, c'est bien fait. Et il y a cette tension qui se met en place. Et en plus, tu as aussi cette sensation de piège, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on te montre que Ethan, il est super intelligent. Parce que c'est lui qui fait qu'en est-il de l'autre équipe? Et puis il fait lui là-bas, en fait, c'est celui qui était là. Lui, c'est ouais, donc le ouais. mec qui comprend tout, tu vois. Et en même temps, on se rend compte qu'il est entouré, quoi, qu'il est prend au piège, quoi. C'est très très malin la façon dont c'est fait, hein. La Ouais. réutilisation des acteurs justement de l'autre équipe. C'est une très belle mise en abîme, je trouve, du truc. Les plans, comme tu l'as dit, qui sont. Je sais pas si c'était monnaie courante de faire des plans comme ça, en tout cas à l'époque, mais je trouve que dans ce film, ça ajoute une vraie patte et une espèce de singularité de réalisation qu'on n'a pas forcément retrouvé dans les réalisateurs qui ont suivi dans la saga. En tout cas, pas de ce genre de plan-là. Et puis la montée en tension, la discussion qui se retourne à l'avantage du Kittredge, et puis là, encore une fois, l'ingéniosité d'Ethan. Tout à l'heure, tu disais que c'était pas un super-héros, mais pour moi, enfin, on sera amené à en parler tout au long de cette série de vidéos, mais pour moi, il a tout justement d'un super-héros moderne. Euh, on en reparlera, mais je On en tiens parle juste à après. le dire quand même. Oui, non, non, mais t'as raison, mais je dis on en parle après. Puisque tu l'évoques, on va en parler maintenant. C'est de ta faute, fallait pas l'évoquer. Ethan, on a dit que les personnages étaient un peu fonction, tu sais, comme dans la série. Mais Ouais, Ethan, il a quelle ouais, fonction? Parce qu'au début, on nous le présente comme étant un peu l'acteur, tu vois, l'acteur de l'équipe. ouais. Mhm. Finalement, on se rend compte que le mec, il a un peu il a tous les pouvoirs, comme le générique de Dragon Ball, quoi. Je veux dire, le mec, enfin, je veux dire, c'est un agent complet, tu vois, c'est pas juste c'est un agent complet spécialité acteur, mais finalement, il n'est pas plus acteur qu'autre chose si on regarde la saga complète. Non, il a Il est aussi toutes les acteur. qualifications. Voilà, il a tout, c'est un super-héros, justement. Exactement. Bah, pour moi, c'est le super-héros, entre guillemets, enfin, il fait partie de ces figures de super-héros un peu modernes, c'est-à-dire que on n'est pas dans de la cape et des collants, mais on est dans une représentation visuelle
et cinématographique qui est assez, comment dire, qui a connu différentes phases, un peu comme les super-héros finalement, hein, qui ont connu différents auteurs, différents dessinateurs pour les mettre en valeur. On est dans un personnage qui évolue constamment, qui a différentes phases d'écriture et qui reste toujours au centre entre guillemets des films. Alors par moments c'est fait avec un peu plus de tact, où ça permet quand même de faire respirer d'autres personnages, mais il y a certains films, notamment quand on en parlera, le deuxième par exemple, où il est complètement iconisé, hein, il faut le dire, et où il fait preuve d'une certaine, comment dire, d'une certaine efficacité qui est assez perturbante, parce que comme tu l'as dit, il sait tout faire, et la force justement de la saga et des films, c'est de te faire justement t'attacher à ce personnage qui, dans les faits, ne craint pas grand-chose. D'accord. Mais bon, vu que tu l'évoques, il faut que tu arrêtes d'évoquer des trucs, toi. Vu que tu Bah, l'évoques, la ah, différence, j'ai c'est pas que eu le plan, hein. dans le jeu, il doit vider à peu près une cinquantaine de chargeurs, et dans ce film-là, il tire pas une balle. Ouais, alors ça, oui, très intéressant. Le fait qu'il ait pas d'arme pendant tout le film, c'est quand on ne te le dit pas, tu t'y penses pas, et puis quand on te le dit, tu regardes le film avec un autre œil. Exactement, ouais. Mais sur le coup, ouais, c'est que dans le film, c'est fluide, c'est logique, et comme tout est, et Ouais, c'est ouais. là que ça se rapproche un peu de la série, en fait. C'est que tout est une question, on va dire, d'intelligence, de manipulation, de coups de traîtrise, de, de faux semblants et compagnie, et tout est là-dedans, tout est dans le comment je reprends et tout. En fait, c'est un film, on va dire, c'est une opposition stratégique entre les personnages. Une opposition stratégique, c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est pas une opposition physique. Ils vont pas, Ah ça oui, finit d'accord, très OK. peu à coups de Mmh. poing dans la gueule. Mmh. C'est t'as un méchant, je suis un gentil, poum, poing dans la gueule, Ouais. c'est bon, les gentils ont gagné, tu vois. Ça demande C'est d'autres plus, choses. Même ouais, s'il y a ouais, évidemment du je vois. physique là-dedans, hein. On est dans un film, ça doit être spectaculaire. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, tout à fait. Moi, je pense que, bah, du coup, c'est là qu'on a les meilleures confrontations de la saga, hein. C'est quand justement il y a pas cet aspect, de combat au corps à corps, alors qui peut être très bien fait dans certains films, mais qui est jamais aussi intéressant que quand on a une vraie menace, entre guillemets «imprévisible» en face, qui peut réagir, de différentes manières et pas seulement d'une manière, physique, quoi. Alors Donc mon côté ouais. fan de cinéma d'action m'oblige à intervenir et à dire: «Ça dépend comment est fait la scène d'action». Oui, beh, c'est ce que je disais à demi-mot, c'est-à-dire que, on en parlera, mais dans d'autres films, où il y a des confrontations qui sont physiquement, plutôt bien élaborées, mais on a quand même des très, très bons bad guys qui sont uniquement dans la manipulation mentale, en fait, et et pour le coup, Kittredge en fait un peu partie, même si c'est pas un bad guy, en soi, mais il a ce côté, assez malaisant et assez vicieux de faire prendre conscience à Ethan qu'il est, entre guillemets, «l'homme à battre», quoi. Donc là-dessus, c'est plutôt bien fait. Et Phelps, évidemment, qui là-dessus est le maître, hein, pour ça. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ça sur quoi je voulais parler maintenant. Donc en fait, je vais parler du centre du film. Ah, En fait, ce film, en le regardant, ça m'a fait bam dans la gueule, tellement toute la thématique du film, c'est le faux semblant, les fausses apparences. mmh, Reprenons le début. Reprenons le début. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a une opération menée par les groupes des agents, donc ils vont mener leur opération. On se rend compte que c'est une fausse opération pour choper une taupe. On est d'accord? ouais, Là-dedans, on se rend compte que même l'opération du groupe de départ, c'est une fausse opération parce que la taupe avait prévu de les rouler. Donc on a déjà poum, 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 ouais, 3 niveaux. D'accord, hein? C'est ce que je disais avant, 3 niveaux, hein, d'accord. ouais, Mais on peut aller plus loin encore. Parce que, donc, on est d'accord que, par exemple, la mort de Jim Phelps, il la voit sur sa montre. oui, Donc, il voit ça. Et comme a dit, je reprends ce que disait Brian De Palma, il ne le disait pas forcément directement là-dessus, mais c'est ça. Il disait le cinéma, le cinéma, c'est du mensonge 24 fois par seconde. oui. Et donc, ce que je veux dire OK, par là, c'est enfin, qu'on peut même aller plus loin. Le film est un mensonge, puisqu'on regarde un film. Alors oui, là, tu vas me dire, tu vas loin. Mais ce que je veux dire non, par là, non, c'est qu'on c'est très rajoute bien. les couches de mensonges, puisque le film parle des caméras, de ce que l'on voit à travers la caméra, tu sais, quand Jim, il fait « Ah, il y a quelqu'un qui me suit » et tu vois rien, mais toi, au début, quand tu sais pas, tu y crois. Donc en fait, Mmh. le film est comme ça. Et il va toujours plus loin. Alors je vais voir un peu ce que j'ai noté vite fait. Euh, Bah, déjà, le personnage de Claire, ou si c'est un faux semblant, le personnage de Krieger, qui est un faux semblant, l'échange, tu sais, au moment où il s'échange la liste, là, on a parlé de la Ouais. discussion avec Krieger qui a la liste, Mmh. là aussi c'est un faux semblant, qui a la vraie, qui a la fausse, Ethan qui fait un tour de magie, je la fais disparaître, je la fais réapparaître de l'autre côté, euh,
À la télé, ils font passer les parents d'Ethan pour des trafiquants de drogue. Ça aussi, c'est du faux. Donc, en fait, c'est un film qui accumule du faux, en fait. Tout dans le film, tout dans le film est faux. Le personnage de Max, qui est une femme, toi, sur le coup, ah tiens, Ouais. comme Max, c'est un nom masculin. Qu'est-ce que j'ai noté? Un truc très Hitchcockien d'ailleurs, très Hitchcockien, puisqu'on sait que Brian De Palma est un peu le fils spirituel d'Hitchcock, on va dire. Ethan, c'est un fou coupable, ça c'est aussi du Hitchcock. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre là-dedans? Je sais plus. Jim qui meurt pas, mais qui fait semblant d'être un allié, mais qui n'en est pas un. Tu vois ce que je veux dire? Quand on Ah, mais commence à ça se additionner tient tout ça, tout le long. Ça se tient tout le long. les médias, les trucs, les machins, les masques, blablabla, et en fait, tu as tout le concept de Mission Impossible qui est là-dedans, mais c'est un peu une Inception, c'est l'un dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre. Et je trouve que cette scène d'intro, on va dire, eh ben, elle est parfaite pour imager ça. Ça met le ton directement. Ça met le ton directement. Tu sais que tu t'embarques dans un jeu de dupes en fait permanent où t'as pas de base entre guillemets solide. Alors les bases existent, comme tu l'as dit, mais tu les vois pas au premier visionnage parce que t'as plein de niveaux qui s'accumulent en fait. Donc on essaie de te faire une illusion de quelque chose qui en fait est évident, où il faut juste avoir entre guillemets le regard un peu perçant et où tu t'arrives à deviner les choses. Mais ça tu peux l'avoir que quand tu te mets un deuxième visionnage ou un troisième. Et c'est pour ça que le film est encore toujours très regardable aujourd'hui parce que la mise en scène des jeux de dupes se maintient encore en 2021 là aujourd'hui à quelqu'un qui n'aurait jamais vu le film et qui aimerait justement embarquer dans une expérience un peu presque interactive quoi, où sans cesse le réalisateur te fait croire des choses qui ne sont pas vraies mais qui en fait sont vraies. Donc c'est pour ça que la saga a démarré sur les chapeaux de roue avec ce film là d'ailleurs. Mais tous les films sont des films où le réalisateur te fait croire des choses qui sont pas, enfin, qui sont pas vraies, mais que tu crois être vraies entre Mais à guillemets. petite dose, ou parfois c'est un peu plus, entre guillemets, plus amoindri, je dirais quand même. Après, ça Non, mais ce faudra que qu'on je en veux dire, reparle c'est pour que le ce film. film est presque métaphysique, tellement il Ouais, rajoute des couches et on peut même aller, et c'est lui-même qui le dit, même s'il parlait pas forcément de ça à ce moment-là, mais qu'en fait, que tout est faux. Lui, il parlait juste du fait qu'il le voyait la montre et que ouais. donc il voyait qu'une partie de la chose, etc. Donc il dit oui, parce que le cinéma, c'est un mensonge. Mais quand tu réfléchis à tout ce qui est faux, à toutes les couches qui s'accumulent, tu peux rajouter celle-là aussi et tu te dis, mais en fait, le film, il tourne que là-dessus et c'est génial, quoi. C'est génial. Et en ça, il se rapproche totalement de la série, mais Ouais, comme bien on a sûr. dit, en faisant totalement autre chose. C'est du grand art. On va dire les C'est choses comme ça. la Dans fidélité l'infidélité. dans la cassure, quoi. Moi, je veux dire ça à ma C'est- copine, c'est de la fidélité dans l'infidélité. Tu peux pas comprendre. Et tu vois, tu parles de la montre, c'est intéressant parce que on voit la mort, entre guillemets, supposée du personnage à travers une montre, et on voit sa résurrection aussi via une montre, via la montre de Kittredge, tu vois. Et encore une fois, les parallèles sont évidents, le montage, il se répond bien, il y a pas de moment où ça déconne en fait, ou si ça déconne, c'est volontaire et du coup tu apprends très vite pourquoi. Il y a un vrai socle en fait de montage parce qu'il faut aussi saluer, je pense, les monteurs qui font un travail quand même d'assemblage assez conséquent pour ce genre de film. Et en effet, comme tu dis, c'est grâce à eux qu'on peut voir tous ces niveaux de lecture. Alors, on va continuer dans le film quand même, parce qu'on est qu'au début. Hein. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, on va pas faire toutes les scènes. Hein. Surtout pour Anto. Même pour nous. Alors, petite remarque d'ailleurs, puisque tu parles de la montre, c'est super drôle quand tu vois le flingue qui tire sur Jim. Tu vois qu'il Ouais, est comme ça, avec la c'est montre. ça. Ouais. On voit qu'il y a la caméra et qui se filme comme ça. Enfin, bref. Quand tu le sais, c'est évident, mais sinon. Ouais, il y a un côté un Alors, peu ludique. voilà. Donc, j'avais prévu parler du personnage de Max, mais on a déjà parlé, la façon de filmer, etc. Donc, on va aller directement à la scène du vol de la carte de la liste NOC, NOC, comme ils disent en anglais, Ouais. donc à la CIA. Alors, tout d'abord, cette scène est très inspirée du film donc Top Capi, n'est-ce pas? Tout à fait. Film Tout qui à est fait. sorti en 1964. Voilà, tout à fait. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que c'est là qu'il y a une cassure en rendant hommage. Je rappelle que c'est le film qui a inspiré Bruce Geller pour la série télé. C'est beau. Encore une fois, Et ça te répond bien. Hein. ben oui, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est que il s'inspire énormément de cette scène. Hein, donc je t'ai envoyé la scène pour que tu puisses la voir et tu te dis ah bah oui, le lien il est plus évident, tu vois. Il y a des plans évidents, ouais, ça c'est sûr. Et on va pas se mentir, cette scène, ce qui est assez intéressant. Alors peut-être de nos jours un petit peu moins, mais quand le film est sorti, elle est devenue instantanément culte. Ce que je veux dire, c'est que
on voyait des références à cette scène partout. C'est même Ouais. dans certains dessins animés où tu voyais le mec qui tombait hop, tout proche du sol et tout ça. Et il y avait plein de trucs où on disait, ah, mais c'est la scène Mission Impossible. Ça revenait, c'était devenu une espèce de nouveau stéréotype Mission Impossible. Et ce qui est aussi très fort, c'est qu'en fait, cette scène a tellement marqué que tous les films Mission Impossible ont une scène équivalente qui essaye plus ou moins Oui, de refaire ça. Alors, oui, oui. plus ou moins marqué, plus ou moins réussi, mais tous les films Mission Impossible auront un moment où on aura Ethan Hunt lié à, on va dire, à du vide et à une corde. On va faire simple. Ouais, vu comme ça, ouais. Non, mais c'est vrai en plus. En tout cas, pour les 3 suivants, c'est ça, hein, ça c'est sûr. Après, je me souviens plus pour le 5 et le 6, mais pour les 3 autres, c'est exactement ça, comme tu dis. Alors après, c'est fait de manière subtile par moment, où c'est juste un plan de quelques secondes où le personnage arrive près du sol et on joue avec justement la fidélité du spectateur. Excuse-moi, je dirais lecteur, mais d'habitude, la Compte fidélité du comique. spectateur. Ouais, c'est ça. Et on fait appel à ses souvenirs. Et par moments, notamment dans le 2, où c'est complètement, évidemment, la reprise directe de cette scène, où tu as toute une scène, justement, où on voit le personnage qui fait monter de la tension autour de sa chute et de l'arrêt de la corde à quelques centimètres du sol. Donc, en effet, elle a inspiré beaucoup de choses. Elle a inspiré, comme tu dis, pas mal de scènes d'autres films. Là, tout bêtement, comme ça, j'ai un film qui me vient en tête, c'est Shrek 2, où tu as toute une scène avec Pinocchio qui doit aller délivrer les personnages qui sont dans un donjon, et où ils descendent justement, on rappelle, avec le thème d'ailleurs de la Lochifrine derrière. Enfin, évidemment, ça a inspiré moult et moult genres du cinéma et d'ailleurs, quoi. Et c'est marrant que tu parles de la musique de Lalo Schifrin, parce que la musique dans cette scène, il n'y en a pas. Et il y en a pas. T'as vu, Bah, la comme dans transition le était film, belle. je suis sûr que tu as fait exprès. C'est comme dans le film original, hein, donc Top Capi, il n'y a Ouais. pas de musique non plus. Et là, il y Oui, a un c'est vrai. silence assourdissant et qui crée une tension phénoménale. Le suspense dans cette scène, je le trouve fou. Je trouve qu'il y a une gestion, pas que du silence, hein, mais de tout qui est totalement fou. Alors déjà, il faut rappeler que la salle dans laquelle ils sont, elle ressemble énormément à un truc de science-fiction, hein, ça fait exprès. Mm. Et, Mm. bon, en plus, que la première fois que je me souviens que j'avais vu cette scène, je me suis dit, mais en fait, c'est la salle, elle est plus surveillée, enfin, plus de trucs de défense, tu meurs, quoi. C'est pas possible, hein. Il y a un truc pour le bruit, un truc pour si tu touches le sol, un truc de température, je crois aussi. Enfin, Ouais, le température. température. Il y a, enfin, le code d'entrée, le truc vocal, la rétine, enfin, tu fais, waouh. Des lasers, tu fais, bon, ok, d'accord, on a compris. Je crois que c'est la salle la plus fortifiée qui puisse exister. Donc ça, c'est cool. Mais la scène en elle-même, elle crée un suspense, une tension. Et ce qui est fort, c'est que il y a des rebondissements un peu dans cette scène. Donc le moment justement où il a deux doigts de tomber, boum, et il est tout proche du sol. Pareil que ça a été très difficile à tourner. Alors je sais pas comment Ouais, ils ont fait, parce qu'il aurait pu se fracasser la tête. Surtout que Tom, il doit rester en équilibre hein, au milieu, tu vois ce que je veux dire. Lui, il est exactement. attaché. J'ai entendu dire que Alors, pour trouver l'équilibre, il avait mis des pièces de monnaie dans ses chaussures. c'est ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils ont essayé de jouer comme ça, du coup. Mais la chute, en tout cas, a été tournée, entre guillemets, dans des conditions plutôt réelles de ce que disait Paula Wagner. Et justement, ils avaient cette peur, cette crainte que, qu'à quelques centimètres, justement, les techniciens qui étaient derrière se loupent et qui se mangent le sol, quoi. Donc, en tout cas, c'est ce Voilà. qu'ils disent dans les making-of. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, j'en sais rien. Parfois, c'est un peu Mais, exagéré les making-of, hein, on le sait, mais mais après, voilà. encore une fois, ça ajoute, entre guillemets, au personnage, tu vois, et à l'acteur. Du coup, là, Mhm. les deux pour le coup. C'est-à-dire qu'on en reparlera tout au long de ces vidéos, mais je pense l'aspect très super-héroïque, encore une fois, puis très glorifié de Tom slash Ethan, où on est toujours dans la, comment dire, la valorisation perpétuelle de ces cascades. Et là, Donc, je pensais peut-être un retour aux sources au cinéma d'action, en fait. exactement, ouais, tout à fait. Mais ça, on en parlera plus tard parce que pour parler de nos jours, mais voilà. Mais ouais, ouais, ouais. Et toi, tu la trouves comment, cette scène, la petite goutte Ouais, qui la a deux petite doigts de goutte. tomber? Et là, tu fais oh là là, oh là là, oh là là là. Alors que la résolution de la petite goutte, elle est bidon presque, hein. Ah bah bien sûr, ouais, ouais, elle est bidon, puis en plus, j'ai toujours trouvé ce plan, cet insert de la main un peu étrange, en fait, la manière dont il est ajouté dans la scène, où on a l'impression que c'est la main de quelqu'un d'autre, en fait, qui vient arrêter la goutte d'eau, puisque tu te dis qu'à si peu de centimètres du sol, il peut pas replier sa main, enfin, il y a un côté un peu
Après, comme Jim, en fait, quand il se tire dessus, tu vois, il y a un côté un peu étrange, mais bon, ça fait partie de la magie de la scène, et puis elle est tellement bien mise en scène, comme tu dis, que c'est presque un détail, et les différents rebondissements, le fait qu'ils doivent monter, enfin descendre, remonter, parce que l'autre arrive, la scène du couteau aussi qui tombe vraiment à quelques centimètres du sol, et où il te joue sur À quelques les centimètres, à quelques secondes de la Oui, à quelques de planche secondes d'halage. du truc, en effet, mais enfin, je veux dire, il te fait des plans sur chaque visage, justement, pendant que le couteau tombe, et du coup, tu as une espèce de crainte Enfin, encore une fois, c'est cette façon de te faire craindre pour les personnages, alors que tu sais très bien qu'ils vont réussir, ou en tout cas, tu le sais au fur et à mesure que tu avances dans la saga, et pourtant, on arrive toujours à te faire créer cette espèce d'instant un peu de sueur, où tu as peur pour eux, et où tu te dis, mais comment c'est possible qu'ils y arrivent, et encore une fois, l'héritage de la série, l'héritage même du titre, hein, de Mission Impossible, vient, je pense, essentiellement de cette scène, en tout cas pour les films, où ça synthétise vraiment tout ce qu'on vient de dire en quelques plans. Et moi, j'aime beaucoup cette scène. Je trouve qu'elle est vraiment pivot, et je crois qu'elle arrive de toute façon à presque la moitié du film, peut-être, je dirais. Ou en tout C'est cas, on en n'est tout pas cas très loin. le truc central du film, ouais. C'est central, et c'est même littéralement quoi dans le montage. Donc non, c'est une très très bonne scène. Vraiment Mais très il très faut bonne. savoir que Brian De Palma est très très bon pour créer de la tension. Ça se voit dans toutes les scènes du film, hein. C'est Bien son sûr. point fort. Si tu regardes, je sais pas moi, Les Incorruptibles, tu vas kiffer, hein. Ouais, d'accord. Ah, Non, parce mais que attention, très elle bien. y est, Moi, hein. ouais, ouais. T'as beau même déjà avoir vu le film, tu le revois, t'es comme ça. Ouais. Non, non, sérieusement, il est très très bon là-dedans. Le couteau, quand il tombe, comme tu as dit, la tension. Pourtant, dans le fond, tu sais qu'il va rien se passer, mais c'est ça la force du vrai cinéma. Enfin, du vrai, on se comprend. C'est pas le vrai par opposition au faux, mais je veux dire, c'est que tu sais qu'ils vont y arriver si tu prends le temps de te dire oui, mais de toute façon, je sais qu'ils vont y arriver. Mais là, tout de suite, t'es dedans, t'es pris dedans. Et c'est Ouais. ce qui fait que c'est une scène réussie. Encore une fois, le Très réussie. mensonge. Le mensonge Voilà. marche très bien. Et donc, une scène qui est esthétiquement très marquée. Je descends, je fais ma petite pirouette, je prends les trucs tout en étant suspendu, avec un suspense hyper fort, et aussi dans cette chambre forte, très très forte. Maintenant, je vais critiquer la scène. Ah, Ah, parce que tout n'est pas rose là-dedans, hein. C'est bien beau tout ça, hein. le rat. Non, le rat, ouais, un peu facile le coup du rat, même si en fait tu vois qu'il le tue, mais hors champ, tu vois, ça c'est assez rigolo. Ouais, ouais, ouais. Mais non, pas tant le coup du rat, même ça c'est un truc cool pour mettre justement un suspense assez facile, on va dire. On a dit le coup de la main qui vient un peu annuler le Mm. coup de la goutte un peu facilement, mais aussi comme il rentre dedans. C'est-à-dire il rentre en Ouais, bien pompier. sûr. Alors bon, comment ils ont eu les trucs des pompiers, tu peux te dire que c'est soit Luther, soit Krieger, qui ont amené ce matos-là, mais ils rentrent dedans, il y a des alarmes incendies qui se déclenchent dedans, tu vois, donc ils arrivent à déclencher les alarmes incendies dedans pour rentrer dedans et aller, tu vois, je trouve ça un peu facile. Je trouve qu'en fait la salle en elle-même est super bien fortifiée, mais le truc de la CIA en lui-même, on y rentre un peu comme dans un moulin, tu vois. Ouais. On y rentre, l'autre il est dans les pompiers, hop, je passe dans une porte et tout. Enfin bon, il faut bien accepter les trucs, mais en règle générale, je trouve ça un peu facile. Il y a le personnage de Claire qui arrive, qui se balade Mm. toute seule, tu vois, et je sais pas, il n'y a pas des badges pour avoir accès à certaines zones, des trucs comme ça. Oui, bon, ils ont le badge, tu me diras, parce qu'ils sont trop forts, on est d'accord. Et puis même, à la fin, ils se rendent compte qu'il y a le pire vol qui a pu être fait dans le bâtiment, et il y a une alarme incendie, et puis ils laissent sortir tout le monde, y Ah, compris les pompiers, c'est la qui devraient suspension plutôt, d'incrédulité. qui devraient plutôt s'occuper du feu, Ouais. plutôt que de sortir et de foutre le camp. Bah, il cherche le feu. Il cherche le feu. Voilà, non, mais c'est pour dire que moi je trouve la scène Ouais. très très réussie, mais en fait c'est vraiment la salle en elle-même. Les alentours, ils se sont tellement concentrés sur la salle qu'en fait les alentours du truc de la CIA, du coup, paraît un peu facile. Je tiens quand même à préciser, la scène est Non, quand bien même sûr, vachement bien bien, sûr. blablabla, blabla, Faut pas mais t'as un peu s'attendre à, l'impression que, voilà. faut pas s'attendre à quelque chose d'irréprochable, parce que du moment où tu poses une situation comme ça, tu as forcément des espèces de petites ouvertures pour permettre à la scène de se dérouler, parce que sinon elle ne peut pas avoir lieu en fait. Donc, mais je trouve que dans la réduction de tout ça, c'est plutôt bien fait. C'est-à-dire que ça aurait pu être encore plus con que ça, et ça aurait pu être encore plus fait à l'arrache, tu vois. Comme ça a pu être le cas dans certaines scènes des films suivants, d'ailleurs, hein, faut être très honnête, hein. Je trouve que pour le coup, malgré ça, je trouve qu'elle se tient plutôt bien, et, et puis ça ajoute, comme tu dis, une tension, mais il y a aussi un aspect un peu
un peu humoristique avec certains personnages, notamment l'espèce de vigile qui va être muté du coup en Alaska parce que il a pas réussi à protéger le truc. Et puis il y a tout le côté avec la comment dire Ce qui merde. est beau, c'est que c'est de sa faute, toi. Là, c'est Alors de que sa les faute, mecs, ouais. ils sont passés par le haut, ils sont tout faits, toi, en fait, Ah ouais. finalement, il Le a gars, il presque a rien rien fait. fait de spécial. Au contraire, c'est celui qui a donné l'alerte. C'est ça. Mais bon. Non, mais là-dessus, moi, voilà, je suis assez d'accord avec toi, mais en vrai, après, c'est une question de. Moi, c'est une Mais je question de pense qu'il suspension d'actualité. faut l'accepter parce que c'est la salle qui était le truc central. Voilà, Après, on c'est peut ça. aussi imaginer que ce sont des agents, donc ils connaissent très bien le bâtiment, tu vois ce que je veux dire? On peut Ouais, bien trouver sûr, des trucs, toi. bien sûr. Ok, alors on passe à la suite et on va parler du moment où Ethan découvre que Jim Phelps est vivant. Ouais. Salut, c'est moi, je t'ai manqué. D'ailleurs, Et c'est là, marrant parce que t'as un plan de caméra assez forcé où tu vois un personnage avec un impair et un chapeau oui. qui est au téléphone de dos, tu vois. Donc, ça te montre déjà le focus de la scène, quoi. Mhm. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et ensuite, donc, il y a la partie où Phelps commence à parler avec Ethan, et ça, c'est un truc qui avait, paraît-il, pas mal perdu les critiques à l'époque, et je peux comprendre, la première fois que tu le vois, que tu piges pas grand-chose. Il est en train de lui dire, ouais, c'est Kittredge, la taupe, Ouais, machin, et on voit Ethan qui, en fait, est en train de reconstruire la scène, il se dit, non, mais en fait, non, c'est toi. Il ne lui dit pas, mais il se met ça en tête. Est-ce que toi, ça te paraît logique qu'à ce moment-là, il arrive à reconstruire. Alors attention, 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 à la fin du film, il explique qu'il l'imaginait déjà avant de revoir Jim Phelps, déjà il est balèze quand même, parce qu'il ne savait pas qu'il était vivant, mais qu'il l'imaginait déjà grâce à la Bible, le coup de la Bible et de l'autel, on est bien d'accord, hein, mm, ça c'est une piste assez grosse, mais que le mec qui te dit c'est Kittredge machin, et que lui il se dise non, c'est toi, je veux dire, alors que finalement c'est semble-t-il son mentor, le mec avec qui il a été pendant je sais pas combien d'années et tout ouais, ça, ouais. Mm. bon, en même temps, si peut-être il le connaît bien, il se dit qu'il aurait peut-être pu partir en cacahuète aussi. Mais je peux comprendre que le fait qu'il revoit Phelps et le coup de la Bible, il se dit ah, toi, t'es pas mort, donc il y a un truc qui se passe là. Ok, ça, je veux bien. Mais qu'ils se remettent tous. Je trouve que c'est, comment dire, j'ai envie de me dire, il est très très fort, Ethan Hunt, dans ce cas-là. Ouais, il est très fort et puis il arrive à déceler, je pense, les entre guillemets les couacs dans son propos et puis le fait pour moi il a été entraîné pour ça à la base Ethan à faire ce que Phelps est en train de lui faire subir donc pour moi il reconnaît instantanément ce genre de choses. On essaie de lui faire à l'envers alors qu'on lui apprend à la faire à l'envers aux autres. Donc pour moi, je trouve ça complètement logique. Et en plus, dans le film plus tôt, tu voyais déjà qu'il y avait des espèces d'hallucinations où il se disait enfin, il entrevoyait entre guillemets que Phelps pouvait toujours être en vie. Donc évidemment, pour moi, il y a anguille sous roche et que le personnage est pas dupe en fait. Il l'est jamais vraiment d'ailleurs dans la saga et c'est pour ça que c'est plutôt cohérent à ce niveau-là. Et donc pour moi, ça c'est la juste résolution de ça et au moins ça montre que on prend pas le personnage pour un idiot, tu vois, et qu'il mérite vraiment son statut d'agent entre guillemets manipulateur, puisqu'il se rend compte qu'il est manipulé. Ouais, Bon, en c'est tout ça. cas, Et il manipule et il est manipulé pendant toute la saga. Et, exactement. enfin, la saga, en tout cas, le film. Et moi, personnellement, le fait qu'il revoie Jim Phelps, c'était plus une sensation de culpabilité, les fantômes de son Ça peut être équipe. ça. Ça peut être Ouais. ça. Mais quand tu finis le film, tu te rends compte, enfin, quand tu revois le film, tu te rends compte aussi que ça peut être tout simplement une espèce pas prémonition, mais de se mettre dans la situation où s'il revenait, en plus il revient dans son hallucination, il revient de manière un peu menaçante, tu vois. Donc il a ce côté un petit peu presque fantasmé où il revoit son patron et où il se doute que il y a quelque chose de pas très très clair en fait, de pas très très net. Et pour moi, c'est la réponse un peu à cette scène et je trouve ça pour moi, en tout cas, je trouve ça pas déconnant le fait qu'il assemble le puzzle à ce moment-là. N'importe Là qui où je d'autre se serait fait laisser avoir. Et c'est là justement pour ça qu'on suit Ethan Hunt, je pense. Là où je trouve que ça marche, c'est qu'en fait, le gars, il revient et lui dit ouais, c'est l'autre, la taupe et tout, tu vois, on va la voir et tout. Déjà, comment tu sais qu'il y a une taupe? Enfin, qu'est-ce que tu en sais? Tu vois ce que je veux Il y a dire? ça aussi. Ça aussi. Comment ça se fait que tu débarques comme ça lors d'une mission? Tu dis pas ah la liste, on nous l'a piqué ou je sais pas quoi. Tu fais non, 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 en fait, il y a une taupe. Bon, bref, on est d'accord. Non, mais c'est pour dire que je comprends que ça puisse perdre un peu les gens. Voilà, tout simplement. Bah, Même c'est étonnant que si ça ait perdu les gens, parce que alors la mise en scène, en effet, peut perdre les gens, mais en fait, pour moi, le retour du personnage devrait de base créer une espèce de puce à l'oreille auprès des spectateurs, en fait. Parce que un retour comme ça, c'est pas innocent, et je pense que c'était le bon moment, enfin le moment parfait pour faire cette révélation-là, entre guillemets, dans l'esprit d'Ethan.
Après, je pense aussi qu'il y a eu un blocage. C'est Jim Phelps. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça aussi. Il y a ça À aussi, ouais, l'époque, peut-être. c'est Jim Phelps qui C'est revient. vrai. C'est pas Tartampion. Ouais. Il y a peut-être ça aussi. Après, tous les spectateurs n'étaient pas encore une fois, des fans assidus de la série, hein, donc. Personne n'est parfait, hein. Dixit, le mec qui a pas regardé toute la série, je le répète, hein, quand même. Eh ben, ouais. C'est pas bien ça. Ouais, je sais. Alors, donc ensuite, on va passer au final. Un Ouais. final très intéressant où finalement Ethan réunit toutes les différentes composantes dans la même casserole, c'est-à-dire dans le même train. Il réunit Max, il réunit son équipe, il réunit donc Job, c'est-à-dire donc Jim Phelps. On ne le sait pas encore, mais c'est Jim Phelps. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai oublié de le dire, il paraît que le fameux Job 3,14 qu'il écrit, là, le fameux passage biblique, il paraît que c'est pas ça dans la Bible. Il paraît que Ah, c'est un ben, autre je vais truc. vérifier, je sais pas. Voilà, j'ai pas vérifié, je suis pas un expert. Il paraît, j'en sais rien. Il D'accord. réunit aussi Kittredge, tout ça dans le même train. Mm. Donc déjà, c'est plutôt bien, bien trouvé. Et là, il monte encore une partie de chassé-croisé Mm. pour que tout se révèle, tout en gardant la liste énoncée quand même, hein, qui a deux doigts quand même de foutre le camp, hein, à un moment donné. Ouais. Donc quand même risqué tout ça. Et, euh, et la révélation, tout ça, tout ça. Bon, bref, là, je pense qu'encore une fois, on peut mettre en avant la maestria de la gestion du temps, du timing, du suspense et tout ça du réalisateur. Bah, je pense qu'on pourrait le répéter, mais on l'a déjà assez dit, je pense, n'est-ce pas? Mm. Tout à fait. Et, euh, et c'est pour dire, c'est très bien, hein, mais voilà. Et ensuite, donc, on a ce final en hélicoptère qui a failli ne pas avoir lieu, qui, moi, je suis quand même, j'ai un truc que j'adore dans cette scène, c'est le grand ventilo qu'ils ont dû utiliser parce que le vent qu'il y a dans cette scène, non, ce que je veux dire, c'est que tu sens vraiment la vitesse, Ouais. pleine vitesse. C'est pas je monte et puis voilà. Non, 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 tu sens que ça y va, hein. C'est pas n'importe C'est quoi d'aller propre. là-dessus. Mm. Alors, pour la petite histoire, est-ce que tu savais, donc évidemment, il est à Londres, il est censé aller à Paris, normalement, c'est pas censé être qu'on appelle ça un Eurostar. C'est censé être oui, un TGV en tout cas. Ouais, ouais. Il y En a fait, quelque ils n'ont pas chose. réussi à avoir l'Eurostar. Ouais, mais Et en fait, ils ont. il a réussi à avoir un TGV parce qu'en fait, Tom Ouais, Cruise, il est allé parler avec un mec des chemins de fer français, et puis tu sais, c'est ça. c'est une star, il a fait oh, c'est une petite bouffe, oh, c'est une petite bouffe, tu me prêtes un train, hein, tu fermes ta gueule. Donc voilà, et Brian De Palma a dit voilà, ça c'est l'avantage de tourner avec des stars, c'est que tu peux obtenir des petits trucs comme ça. Et donc, tu as cette scène-là que je trouve étonnamment très regardable de nos jours. Ah Il y bah, a, elle il l'est, y a hein. deux trucs visuellement qui font un peu faux. C'est quand ils sont dans le tunnel, où tu vois que c'est des effets spéciaux derrière. Mais actuellement, on en voit des bien pires, des effets spéciaux, ou en tout cas du même niveau. Et il y a le moment de l'explosion où il est projeté contre le train. Où bah là, par contre, ouais, on voit que c'est un peu faux. Mais je veux Alors dire, c'est un peu faux, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, cette scène, je sais pas si tu avais prévu d'en parler, mais ouais. c'est le mix de trois trucs différents. Enfin, je te laisse faire si tu veux, mais Non, 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 j'avais prévu que tu en parles, puisque tu m'en avais ah bah parlé. parfait. Parce qu'en fait, je me suis documenté très récemment, du coup, c'est encore très frais. Alors oui, comme tu dis, il y a de la CGI qui a un peu mal vieilli, il faut le dire, mais encore une fois, je suis un peu même avis que toi, c'est-à-dire que pour moi, c'est beaucoup plus regardable que certains films très récents. Il y a la partie cascade live action qui pour le coup a vraiment été réalisée par Tom, c'est-à-dire que la projection de l'hélico sur le train a été réalisée avec, de ce que j'ai lu, avec le même ventilateur qui servait justement à créer des bourrasques les quelques plans qui précèdent. Donc il y a eu vraiment cette cascade de fait. Alors j'imagine avec une corde, tout ça, hein, bien sûr, mais en tout cas ils ont vraiment incrusté cette cascade. Et puis la troisième partie, c'est que ça a été fait aussi avec des maquettes conçues par l'ILM, l'Institut Lumière Matière, qui du coup a reproduit. Alors je sais pas si c'est le train et l'hélico. Enfin l'hélico c'est sûr. T'as dit quoi de ILM? Institut quoi? Institut Lumière Matière, non c'est pas ça. Je me trompe Non, peut-être d'acronyme. non, non, ILM, c'est, putain, je sais plus. Industrial Light and Magic. Ouais, mais C'est le truc de George Lucas. ça revient un peu à la même chose. Il y a C'est le truc lumière et de il y a George Lucas. institut, donc comment pas chier. Industrial Light and Magic. Ok, bon, admettons. Mais de toute façon, enfin, je veux dire, il y a quand même l'idée il y a quand même eu des espèces de professionnels, si tu veux, de l'ingénierie qui ont participé au truc et ça, et ça donne en fait la partie justement un peu plus, comment dire, un peu concrète, je trouve, que tu dénonces, enfin, que tu décris dans la scène, où tu as vraiment l'impression d'y être. Après, ils ont évidemment rajouté les décors en numérique, notamment tous les passages en fond, quand ils sont à l'extérieur du tunnel. Tout ça a été rajouté, je crois qu'avec justement
une technique un peu novatrice pour l'époque, moins pour aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque où ils arrivaient à faire bouger justement, à mettre les décors en mouvement sans que ça paraisse faux. Et pour ça, c'est plutôt bien réussi. Donc moi, je trouve que c'est un bon mélange de tout ça et la scène passe encore très bien, je trouve. C'est pas le summum de la scène entre guillemets, enfin de la scène entre guillemets 2021, si j'ose dire, parce qu'en effet, il y a des CGI qui ont évolué, hein, tout simplement, les techniques ont évolué. Mais en soi, je trouve que dans l'intention dont c'est fait, ça passe vraiment très bien. Le seul truc qui me dérange un peu, on va dire, c'est scénaristiquement la scène en elle-même. C'est-à-dire, tu sens que Tom Cruise, il est sorti et il fait qu'est-ce que je fous là. Enfin, le personnage d'Ethan Hunt, tu vois, c'est genre je suis attaché, je fais quoi maintenant, tu vois. Et il se laisse tomber, il fait une cabriole, il essaye d'avancer, mais vraiment en mode j'ai Ah 90% bah, de mourir, 10% de chance de mourir. il Et va au même, talent. ouais, enfin, ouais. Et même quand, tu sais, quand il attache l'hélicoptère et tout, il y a le personnage de Jim Phelps qui lui fait un coup de pied et puis il part sur le côté, tu vois. À la Mm. vitesse où on va, par rapport au vent qui se prend et tout, le mec, ouais, il tombe sur le côté, pouf, il se tient, tu fais. Ouais, faut y croire. On y croit, il n'y a pas de souci. Mais même là, c'est un peu gros vu la. Parce que ce qui est très bien fait, c'est la sensation de vitesse et la sensation de vent et tout ça qui pour moi, donne vraiment de l'ampleur à la scène. Tu vois. Et là, du coup, tu fais, ça, c'est un petit peu dommage. Juste avant, tu es en train de galérer juste pour avancer d'un petit truc. Oui, oui, ouais, c'est pas faux. Ouais. Mais C'est bon. pas faux, mais disons que enfin, l'immersion est tellement forte en fait que c'est pas des choses que tu vois, je pense, tout de suite, à mon avis. Enfin, après, si tu le vois tout de suite, c'est que c'est clairement, faut arrêter là, il faut pas regarder les autres, quoi. Ah, moi, je C'est l'ai que vu c'est tout de pas suite, du tout. hein. Tu l'as vu tout de suite? Ah oui, dès que j'ai vu ça, j'ai fait, ah, là, c'est un peu Ah, gros. j'ai pas vu tout de suite, moi, tu vois. Ah, c'est pas J'ai pas grave. vu tout de suite. C'est pas grave, mais Je suis je le trop vois. naïf. Je suis trop naïf. J'ai vu ça, j'ai fait, bon, c'est pas grave. Allez. Ça fait comme à la fin, l'hélicoptère, la projection qui lui fait rattraper le Ouais, mais train ça, en c'est fait. épique. Ça, par contre, c'est épique, et ça, Ce c'est ce que plan, je veux voir, en fait. ce plan, je me souviens à l'époque, c'était l'un des plans forts du film, hein. D'ailleurs, il est magnifique en Ah, lui-même, il avec est le repris monde dans qui est toutes les bandes projeté. annonces. Enfin, d'ailleurs, je trouve que les bandes annonces, c'est petit aparté, mais spoil beaucoup justement du film, notamment la dernière scène d'action, hein. C'est la seule grosse scène d'action. Mais comme tu dis, c'est le plan par excellence du film. Au-delà de la scène de la CIA, plutôt justement une scène sur la durée. Là, avec la scène de fin, tu as une succession de plans entre guillemets iconiques, épiques, ce qu'on retrouve du coup beaucoup, je trouve personnellement, dans les films de super-héros, notamment les films de la Belle Époque, quoi. Et c'est en cela, encore une Normal. fois, que ouais, la Belle Époque, j'ai dit. Oui, le film français, La Mais Belle Époque. ouais, c'est ça. Ouais. Pour moi, encore une fois, on est dans la construction de Ethan Hunt en tant que figure super-héroïque pure et dure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre personnage qui aurait pu faire ça dans la diégèse du film que lui. Parce que c'est le héros du truc et parce que il faut qu'il ait un cul bordé de nouilles, quoi. Et j'aime bien ce côté un peu John McClane, tu vois, où le gars s'en sort, même si au final, bah, c'est des trucs incroyables, tu vois. Et pour moi, c'est quelque chose qui va suivre Tom Cruise dans la suite de la saga. Et je crois d'ailleurs, tu me corrigeras si je me trompe, mais je crois qu'à la base, il voulait pas de cette scène dans le montage. Je crois que c'est De Palma justement qui a, qui a essayé de le convaincre. Alors, je sais pas si c'est Tom Cruise, mais en tout cas, c'est sûr que j'avais dit Robert Downey l'avait enlevé. Et Ah Robert oui, Downey, Robert Downey. je crois qu'il devait suivre peut-être les indications de Tom Cruise, ou en tout cas un truc comme ça, mais je sais que lui, il la voulait. Parce qu'il disait, attends, c'est Mission Impossible, on peut pas finir sur une petite discussion dans le truc avec les bagages, tu me tues, voilà, t'es coupable, merci, je t'arrête. Il a dit, il faut qu'il y ait une scène de fin qui dépote. Et bah, merci. Ouais, Je sais pas voilà. si c'est Tom Cruise qui voulait pas, mais en tout cas, merci. Non, bah c'est ça. Pour moi, ils ont bien fait de la laisser, hein. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est de trop, mais notamment des gens un peu comme toi, peut-être plus cinéphiles, où ils trouvent que ça casse le rythme de la réalisation de Palma. Mais moi, je trouve ça du coup hyper appréciable, puisque ça amorce ce que sera la saga ensuite et qui sera essentiellement basé là-dessus, et sans que ce soit péjoratif, hein. C'est-à-dire que pour moi, il y a une composante évidente de mise en scène qui passe aussi par les scènes d'action et par les scènes entre guillemets plus blockbuster. Donc c'est pas déconnant en soi. Ah, ça peut faire rajout artificiel, toi. C'est-à-dire, ah, on a presque fini. Allez, on va rajouter un truc pour en mettre plein la gueule. Mais vu que je la trouve très réussie, je vais pas me plaindre. Tu vois. Le rajout artificiel, c'est Tom Holland dans Captain America Civil War. Voilà, je l'ai placé. C'est bon. Voilà. Ce sera tout pour le montage, mais Ça, oui, c'est d'accord. un. Ouais, tu le couperas. Mais ça, c'est un ajout artificiel, mon cher.
D'accord. Non, mais en fait, c'est le Spider-Man du MCU qui est un ajout artificiel. Oui, mais je veux dire, même dans le métrage du film, voilà, tu vois, Ah c'est non, un moi je dis ajout dans artificiel. le MCU tout court. Tous les films. Bref, nous disations. Et ensuite, donc, on a une scène où les personnages sont dans un pub, en train de discuter, tu vas devenir quoi et Ouais, tout. Et c'est marrant parce que tu vois que le personnage d'Ethan Hunt, il lui dit ah, je dois aller prendre mon avion, ciao, et il se, et il se casse à pied. En fait, cette scène, à la base, devait être tournée dans un aéroport. C'est pour ça que tu as ce dialogue. Si tu la revois en sachant ça, tu dis ah bah oui, c'est évident. Il lui fait ah, attends, il faut que j'aille, il faut pas que je loupe mon vol, ciao. et pourquoi ils l'ont Et pas fait? en fait, ils l'ont pas fait parce que ils avaient réservé tout, mais en fait, Brian De Palma, il s'est dit attends, on vient de passer tout le film dans des trucs de transit, un peu cachés et tout, et Ouais, là, on se retrouve dans un aéroport, un truc de mouvement et tout. Et il a dit non, ce qu'il faut là, c'est fini, c'est un retour à la réalité des gens. Donc un bar, un pub, c'est parfait parce que tu te poses, toi, t'es dans la vie normale, c'est fini, on souffle, toi. Tandis que le fait d'être dans un aéroport, t'es toujours un peu dans une zone que tu visites pas normalement tous les jours, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'il a proposé ça. la réalité des gens, tu dis. Ouais. Donc encore une fois, on sort de Actuel, mais l'incursion. on voit que ça n'a pas Ouais, été mais fait en 2020, mais la réalité des gens. non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on sort de l'incursion entre guillemets super-héroïque pour aller vers justement la vie civile du personnage. Donc réalité des gens, terre à terre. Pour l'instant, ça confirme ma théorie. Et donc après, bah, il y a la scène d'avion qui fait évidemment écho à la deuxième scène du film, où Exactement. Ethan qui n'a rien demandé, là ce qui est drôle, c'est qu'il a absolument rien Ouais. demandé. Le mec, il est en train de dormir, l'autre qui le réveille, hey, tu veux voir un film? Et lui, il est genre, il l'envoie pas chier par politesse, il fait, ça ira, merci. Et là, il fait, je vous propose un petit film, c'est quoi ce qu'il lui propose? Des Antilles? Aruba. Hein? Aruba. Ah, je sais plus, un film des Antilles. Aruba. Et lui, il est là, il fait genre. Bon, bah, parce que j'ai pas le choix, tu sais. Enfin, non, il le met pas, il le prend pas. Tu vois, t'as le gros plan sur sa tête où il fait comme ça, puis il comprend, puis t'as la musique qui Bah, bien commence. sûr. C'est n'importe quoi. Moi, je confonds avec la première scène. Tu sais. Et Puis c'est donc, et là, l'intronisation du personnage, donc quelque part c'est exactement, logique. là, c'est bon, c'est devenu le chef, c'est à lui qu'on balance l'émission, toi. Et en Voilà. plus, sans lui demander son avis, sans lui dire, faut que tu ailles la chercher, en mode, tiens, voilà ta mission. Tu crois que tu viens de finir, là? Tu crois que t'es en vacances, là? Non, ça, c'est dans le 2 que tu parleras, que si tu Ouais. dis pas, qui dit pas où il va pour essayer d'avoir des vacances. Bref, donc voilà, le film s'arrête comme ça. J'ai juste envie de revenir sur une petite scène, puisqu'on a parlé des cascades, et après, on a fini le tour du film. C'est donc dans l'aquarium, on revient presque au début du film, la scène Tu fais très bien où... le rembobinage. ouais, t'as vu ça, c'est... Je suis une bande à vision. Donc, je disais, donc, je disais, la scène de l'aquarium, où justement on a ce fameux plan où on a Tom qui court avec l'eau qui se casse la gueule derrière lui et lui qui doit Ouais. courir, sauter par-dessus un meuble ou un truc comme ça. On dirait que c'est Un un fauteuil. matelas. Ouais, je sais pas. Mais faut savoir qu'en fait, à la base, c'est une scène qui a été faite avec un cascadeur. Il paraît que le cascadeur a dit que c'était la scène qu'il avait le plus travaillé de sa vie, parce qu'il fallait qu'il parte pile au bon moment, pas trop tôt, Oui. sinon, bah, voilà, pas Ouais. trop tard, sinon il se prenait l'eau dans la gueule et ça pouvait être dangereux. Et en fait, le problème, c'est qu'ils l'ont filmé, mais visuellement, ça passait pas. Donc en fait, Mm. Tom Cruise a dû la faire. Et au début, il a dit ouais, pas de problème, je m'en occupe, finger in the nose et tout. Il paraît que le moment venu, il était un peu en mode mais t'es sûr qu'on doit la faire, hein, mais tout est bon, tout est sécurisé. C'est normal. Oui, bah oui, normal. Et il a un peu insisté là-dessus, et puis voilà. Non, mais Et c'est quelque part, c'est les origines secrètes, hein, tu vois, voilà, les de origines Tom Cruise. secrètes du personnage au niveau de la cascade, qui C'est en ça, fait, de à la base, Tom. il l'a fait parce que bah, il fallait qu'on voit sa gueule sur un plan. Et du Mais coup, on en est là, quoi. comme Voilà. a dit Brian De Palma, c'est quand même quelqu'un qui s'investit. Après, il faut pas croire qu'il fait toutes ces cascades et tout à 100% non plus. Hein. C'est un peu ce qu'on Non, entend au niveau marketing. Il faut pas oublier qu'il n'est pas con non plus, mec. Hein. Mais il s'investit plus que la moyenne là-dessus, ça c'est sûr. exactement. Voilà. Alors, du coup, on a fait le tour du film, je pense. Il y a encore peut-être un ou deux petits défauts qu'on pourrait évoquer, vite fait. Bon, je t'ai déjà parlé, toi, c'est le fait de les évoquer en off, après on oublie. Par Mm. exemple, le coup du couteau du personnage de Jean Reno, parce que donc à Prague, il tue les gens, il laisse le couteau sur place, et ensuite, bah, il a exactement le même couteau après pour que justement Tom Cruise le reconnaisse. Alors oui, on peut se dire que le mec, il utilise le même type de couteau, Ouais. mais ça, c'est une excuse valable. Mais encore une fois, ça fait un peu, tu vois, quand on rajoute ça à la Bible, que forcément le mec il a pris la Bible de l'hôtel qu'il leur a dit, tu vois, Ouais, ça ouais, fait, ouais. il y a un petit ajout parfois de trucs où tu dois un peu faire, oui, ok, il y a une petite logique, enfin, ouais, ok, je laisse passer, ça va.
C'est pas nul, ça a pas zéro connexion, mais où tu fais, bon, ok, je trouve une explication, je laisse passer. Mais quand tu le fais pour la Bible, quand tu le fais pour le couteau, quand tu le fais pour l'immeuble de la CIA, tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est pas C'est une que ça plombe, accumulation. voilà, c'est pas que ça plombe le film. Au contraire, enfin, moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Mais c'est présent dans le film, et cette accumulation fait qu'à des moments, tu fais, bon, bah, il faut accepter certains trucs. Le fait de rentrer en contact avec Max, on l'a dit, tu vois. Il y a pas mal de petits trucs comme ça, Ça, ouais. où, Ça, où il c'est pour faut moi le dire. plus flagrant. Mais tu vois, pour moi, c'est un peu du même style, toi. C'est une Bah, accumulation de petits trucs. non, parce que, en fait, encore une fois, la scène avec Max, pour moi, c'est vu que c'est tout fait en off, enfin off, c'est fait en montage un peu accéléré. On donne plus l'impression qu'on me cache des choses à ce moment-là que la scène du couteau où je me dis tout simplement que le gars a une panoplie de couteaux issus de la même marque, quoi. Pour moi, c'est pas le même genre Dans l'autre, d'incohérence, entre on te guillemets. cache juste qu'il a envoyé 50 000 messages au lieu d'en envoyer un. Enfin, on le voit envoyer deux, je crois, en anglais et en allemand, et puis voilà, quoi. Ouais, mais bon, du coup, ça casse pour moi, le réalisme, entre guillemets, voulu par la situation à ce moment-là, tu vois. Parce que, en effet, même si on me cache tous les messages, ça donne l'impression que c'est presque immédiat, même si c'est pas le cas. Et je trouve ça un peu facile, tu vois, pour le coup. Mhm. Mais tu vois, moi, c'est une petite accumulation qui fait qu'il y en Ouais, a ouais. des comme ça. Il y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Voilà. Mais ça rend le film imparfait, mais euh, loin d'être mauvais. Je le qualifierais même de très très bon, avis Oui, personnel. oui, oui. D'ailleurs, je crois que c'est l'un des films qui a le mieux marché dans la saga. En tout cas, c'est pas le dernier, ça c'est sûr. Donc, et je pense qu'il y a un vrai capital sympathie encore aujourd'hui pour ce film-là. Voilà. Quelque chose à ajouter sur le film? T'as quelque chose que tu voudrais dire, que j'ai oublié, que... Non, non, je pense que t'as bien balayé le truc. Non, rien de spécial. Rien de spécial. Donc, ce message s'auto-détruira dans 5 secondes. Avec grand plaisir, monsieur Phelps. Votre mission, si vous décidez de l'accepter, c'est de partager, de commenter et de partager, commenter, s'abonner, clocher. S'abonner. Voilà. Bonne chance, Jay. Allez, ciao tout le monde. Portez-vous bien. À bientôt.